Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur le ring pour cette finale du prix X Impact Tech. Je m'appelle Thomas Mulhoc, je suis directeur de la campagne de levée de fonds de la Fondation de l'X et je suis très heureux d'animer cet événement qui va nous permettre de célébrer l'innovation en récompensant 4 projets entrepreneuriaux à fort impact social et environnemental. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, un bref rappel sur ce qu'est ce prix. Il a été lancé en 2020 par les étudiants désormais diplômés de la deuxième promotion de l'Executive Master de l'École Polytechnique et avec le soutien de la direction de l'entrepreneuriat et de l'innovation de l'école, mais aussi de la Fondation de l'X, ils l'ont imaginé et l'ont également financé au terme d'une brillante levée de fonds auprès de leurs camarades. Un grand merci à eux, un grand merci à vous, chers jeunes diplômés de ce programme, et également un très grand merci à leur parrain de promotion, Jacques Vera, qui a matché leur don encore pour augmenter la dotation et qui nous fait l'amitié d'être présent ce soir avec nous. Alors, ce projet est un travail de longue haleine. Il a fait d'ailleurs office de classe, un élément central de la pédagogie du programme. Et les étudiants de l'Executive Master ont su faire preuve d'une mobilisation exceptionnelle dont pourra naturellement témoigner Nicolas Motis, directeur de l'Executive Master de l'École Polytechnique, à qui je cède à présent la parole. Nicolas, c'est à toi. Merci Thomas, bonjour à tous. Donc Nicolas Motis, je suis professeur à l'École Polytechnique au département Management, l'innovation et entrepreneuriat et également directeur de l'Executive Master. Donc juste quelques mots très rapides sur le programme. C'est un programme récent à l'école. La troisième promotion a presque terminé, la quatrième vient de démarrer et donc les porteurs du projet sont issus de la deuxième promotion, donc sont maintenant diplômés du programme. C'est un programme qui a deux grandes composantes, une composante innovation et technologie et une composante management. Et c'est un programme dans lequel on essaye de favoriser l'innovation, l'entrepreneuriat au travers de différentes modalités pédagogiques, donc notamment ce qu'on appelle un team project qui amène nos participants à tester eux-mêmes la démarche entrepreneuriale. On a un certain nombre de créations d'entreprises d'ailleurs issues du programme. Et puis, il y a un autre projet qui est un peu original qu'on appelle le Class Project, qui a débouché notamment sur ce prix X Impact. L'objectif de ce Class Project, c'est de mettre les participants puis futurs diplômés en situation de contribuer au développement du programme et de l'école. Et donc là, l'idée du prix X Impact me paraît excellente. C'est eux qui ont fait tout le travail, donc je le dis d'autant plus facilement. Je pense que c'est vraiment une excellente idée. Ils ont réussi à convaincre toute une partie de la promotion. J'espère aussi les promotions suivantes. Et puis, effectivement, leur parrain, Jacques Vera, a vraiment soutenu le projet, à la fois intellectuellement et financièrement. Et je terminerai juste en remerciant également la FX, donc Thomas et puis toute l'équipe de la FX et la DEI, qui ont aussi contribué à la mise en œuvre du projet. Donc, bravo à tous pour cette initiative et j'espère que ce n'est qu'une première et qu'on en aura d'autres. Thomas, à toi. Merci beaucoup, Nicolas. Et je transmets tout de suite la parole à Marie Lepargneux de la promotion justement numéro 2 des Executive Master qui va nous dire quelques mots. Merci Thomas, merci Nicolas, bonjour à tous. Je suis très heureuse de m'exprimer aujourd'hui au nom de tous mes camarades de promotion de l'Executive Master. Comme Nicolas vient de le préciser, ce projet s'inscrit dans notre class project et donc vraiment en lien avec notre programme. Nicolas l'a dit également, notre objectif premier, c'était de faire rayonner Polytechnique, l'école Polytechnique et puis notre Executive Master plus particulièrement. Mais c'était également d'aller au-delà et d'avoir un projet qui avait du sens pour chacun d'entre nous et du sens ensemble. Et alors on a beaucoup réfléchi, on avait plein d'idées et puis assez rapidement on s'est dit tiens, pourquoi pas lancer un petit fundraising à condition d'avoir un objectif qui soit clair pour ce fundraising, de savoir à quoi il servait. Et on s'est rapidement mis d'accord sur le fait que ce que nous souhaitions, c'était soutenir et encourager des jeunes qui ont le souhait de développer des entreprises en ayant deux caractéristiques principales. Un, d'avoir une dimension technologique qui est forte et deux, d'avoir l'impact sociétal dont a parlé Nicolas. Un impact positif au sens global, ça peut être social, ça peut être environnemental, mais en tout cas avec une vision in fine d'un monde meilleur. Donc c'est comme ça qu'on a construit ce prix X Impact Tech. Ça faisait écho pour nous aux deux fils rouges de notre année polytechnique, avec une dimension à la fois d'impact positif et une dimension technologique qui était forte. On a été très soutenu par la fondation de l'École Polytechnique, on a été très soutenu par la direction de l'innovation et de l'entrepreneuriat. On a bien sûr eu le plaisir d'avoir le soutien de Jacques Vera, notre parrain de promotion, qui, comme cela a été dit, a contribué financièrement, mais qui nous a accompagnés pendant ce programme à travers tout ce qu'il a pu apporter. C'est une personne absolument exceptionnelle.
On a été très heureux de recevoir une soixantaine de projets, des beaux projets. Ça nous a emballés, ça nous a donné beaucoup d'énergie de voir toute l'imagination, toute l'innovation et toute la capacité de ces jeunes à porter, de vous notamment qui allez soutenir cet après-midi, à porter vos projets. Et puis, une dernière peut-être bonne nouvelle, c'est que oui, le projet continuera puisque la promotion 3 a choisi, il y a une bonne partie de la promotion qui a choisi de poursuivre pour avoir une deuxième édition. Voilà, donc merci à tous, merci également aux candidats pour vos projets qui sont porteurs d'espérance, on en a besoin, et qui sont porteurs de cette vision d'un monde meilleur, chacun à votre niveau. Thomas. Merci beaucoup, Marie. Merci pour ces mots positifs et pour aussi cette belle dynamique qui a été entreprise et qui va être poursuivie par la troisième promotion. Alors, avant de passer au pitch des finalistes, je cède la parole à Jean-Paul Cotet, qui est le délégué général de la Fondation de l'École Polytechnique. Jean-Paul, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Bon, je vais être bref parce que l'essentiel a été dit par Thomas, par Nicolas et Marie. Je vais juste ajouter le fait qu'on est juste sur un sujet très important pour la Fondation qui est de financer, évidemment, d'apporter sa contribution au développement de l'école et de l'Institut Polytechnique, mais c'est aussi très central pour nous d'accompagner l'excellence technologique, d'accompagner l'innovation, d'accompagner l'entrepreneuriat. Donc, moi, je vais juste assurer les diplômés de ce master, de cet executive master, d'abord de nos remerciements et leur dire bravo, et puis des promotions suivantes, puisqu'on va continuer. C'est très bien, ça, c'est que la troisième promotion prenne la suite. Et nous saurons être fidèles à cette initiative qui est, vue de moi, exemplaire. Voilà, et il ne nous reste plus qu'à passer au pitch, parce que je pense que tout le monde est en train de bouillir maintenant. Allons-y, Thomas. Et merci aussi aux équipes de la Fondation et de l'École pour l'animation de ce webinaire. C'est un exercice intéressant aussi en soi. Ok, allons-y. Merci Jean-Paul, merci beaucoup. Alors, vous l'aurez compris, il est temps, chers pitchers, de chausser les gants. Vous êtes encore 10 en lice et à l'issue de cet événement, 4 d'entre vous seront récompensés. Alors, je vous rappelle les modalités de vos pitchs. Vous disposerez pour chaque projet de 3 minutes de présentation, puis 3 minutes pour répondre aux questions du jury. Alors, je me ferai le gardien du temps et je serai le cerbère impitoyable qui vous interrompra si vous dépassez le temps qui vous est imparti. Donc, prenez-y bien garde. Alors, c'est parti. Nous allons commencer sans plus attendre. Je vous propose d'accueillir Flore Lénart qui, avec Bric à Vrac, a pour objectif de supprimer les emballages superflus de notre quotidien en améliorant l'expérience vrac. Flore, c'est à vous de prendre le micro. Je pense qu'on va bientôt entendre Flore. Les slides sont en place. Est-ce que nous pouvons entendre Flore? Est-ce qu'elle est déjà connectée avec nous? Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bonjour Flore, merci beaucoup. Merci de nous rejoindre. Navrée, j'étais là, mais je n'arrivais pas à désactiver mon micro. J'entends. Il est activé. Allez-y, vous avez 3 minutes à partir de maintenant. C'est parti. Donc, je vais vous présenter Bric à Vrac. Donc, je vais vous parler du vrac. Donc, c'est tout ce qui est produits alimentaires et non alimentaires sans emballage, comme des pâtes, du riz, des amandes qu'on peut trouver en supermarché. Nous sommes une équipe de 3. Donc, Élise, Samy. Alors, je ne peux pas changer les slides. Vous devriez avoir l'accès à présent. Voilà. Il faut que vous appuyiez une fois et la slide se change. Ok, c'est bon. Donc, je vais continuer. Donc, on est une équipe de 3. Donc, Samy, Élise, ingénieure informatique et mécanique, et moi-même, Flore, du coup, diplômée d'une école de commerce. On a une seule ambition en commune, c'est de bannir 1 milliard d'emballages en 2025. Et on sait qu'on peut le faire grâce au vrac, parce que c'est un marché qui est en plein essor, qui a fait 1,2 milliard de chiffre d'affaires cette année, qui a fait x10 en 5 ans et qui ne fait que d'augmenter d'année en année.
Cependant, c'est 8% des Français qui consomment de façon régulière. Pourquoi ? Parce qu'il y a différentes problématiques pour les magasins, mais aussi pour les particuliers. Pour les particuliers, bon, je pense que si vous avez déjà consommé en vrac, vous les connaissez. On ne sait jamais la quantité qu'on va prendre. C'est souvent trop cher en caisse et ça entraîne des pertes pour les magasins. Ces pertes sont entre 3 à 15%, ce qui représente beaucoup pour les magasins. Il y a un manque d'informations produits quand on rentre chez soi. On ne connaît plus la date de péremption, les allergènes. Et pour les magasins, c'est de la main-d'œuvre et de la logistique. Du coup, notre solution, c'est Bric-à-Brac, c'est ce distributeur que vous voyez, un distributeur 2.0. Pourquoi ? Parce qu'il est automatique, c'est-à-dire qu'on choisit son produit sur un écran et on voit son prix, sa quantité défiler. C'est le même système qu'une pompe à essence. Ce distributeur, c'est un module de 3 briques. Ces briques-là, elles ont une particularité, c'est que c'est un système de plug and play. Elles peuvent, du coup, s'enlever de la base et se conditionner directement chez les fournisseurs. On peut avoir une économie circulaire qui peut se mettre en place. Il est également connecté de 2 façons. Il y a un dashboard pour le magasin où ils voient leur état des stocks, performance de vente. C'est des problématiques auxquelles ils ont besoin. On a interrogé plus de 400 magasins et plus de 1000 consommateurs. Et il est connecté via une application mobile pour les consommateurs. Une fois qu'ils sont servis, il y a une étiquette qui sort avec un QR code. On scanne le QR code et on voit toutes les informations du produit qu'on a du coup sur chaque distributeur. Attention, Fleur, encore 30 secondes. Oui, et donc aujourd'hui, on a développé notre machine en étant pré-incubée au sein de Polytechnique pendant 6 mois. Et on la teste en novembre pendant 1 mois dans un magasin. Et ensuite, on va la tester sur 2 mois dans un super U pour avoir le maximum de données. Et on a besoin de financement pour lancer ce pilote. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup, Fleur. On va tout de suite passer aux questions-réponses. Je vous propose, Fleur, de mettre votre caméra pour que vous puissiez plus facilement échanger avec les membres du jury. Je laisse donc le jury poser les questions qu'il souhaite. Moi, j'ai une question. Jean-Paul. Oui, je voulais savoir, les cartouches, je comprends qu'elles sont amovibles, mais ça veut dire que dans un supermarché, mettons, il y a plusieurs cartouches en libre-service et quand on en a besoin, on les plug ou bien en fait, elles sont déjà à poste sur le distributeur? Non, on les plug. C'est ça l'innovation aussi, c'est qu'en fait, c'est des cartouches qui prennent moins de place que des distributeurs classiques. Donc, on a réussi à optimiser les rayons dans les supermarchés. Donc, c'est une grande demande de leur part. Et c'est des cartouches qui se plug. Donc, on peut les conditionner chez le fournisseur, les envoyer en magasin, en avoir en réserve, les mettre sur la machine pour donc 3 par machine, voir l'état des stocks à distance. Et une fois qu'elles sont terminées, on les change avec des briques en réserve. D'accord, mais ce n'est pas le client du supermarché qui plug les cassettes. Non, bien sûr, c'est le magasin qui les plug. Et nous, du coup, on loue cette machine au supermarché et on vend les briques aux marques qui veulent passer au vrac, aux grossistes bio. Aujourd'hui, on a un grossiste bio qui est intéressé pour en acheter. Et on a 2 formes de briques. On a une brique en plastique et une brique en carton. Et cette brique en carton, c'est beaucoup plus facile pour passer au vrac pour des marques, tout simplement pour la logistique. Encore 1 minute 20 pour une question et une réponse très brève. Moi, j'avais une question, si je peux. Oui, Quentin, vas-y. En termes commercial et de coût, aujourd'hui, c'est quoi du coup, ce que j'ai compris, c'est que vous le louez au magasin pour que lui, ce soit un coût variable. Mais vous, de votre côté, c'est quoi le ROI sur une machine de votre côté? Et côté magasin, finalement, le surcoût est compensé par quel type de gain? Et c'est quoi les métriques qui font que le magasin a envie d'avoir votre solution, quoi? Alors, notre machine, du fait qu'on vend les briques, on a réussi à baisser l'abonnement sur un abonnement qui est très raisonnable pour les magasins. C'est 30 € par produit. C'est un prix qui est très accessible, tout simplement parce qu'ils ont une marge entre 20 et 35% par produit. Nous, les magasins, ils ont une perte, en général, un supermarché à 8% de perte. Donc, sur des produits comme des amandes, qui est un produit assez cher, il y a à peu près par produit 176 € de perte par mois. Donc, il est tout de suite rentabilisé avec 30 € d'abonnement.
Très bien. Merci beaucoup, Flore. On arrive au bout de cette session de questions-réponses. Merci, Flore Lénart de Bric à Vrac. Nous allons pouvoir passer au deuxième pitch. Vous avez vu, bravo, Flore, parce que c'est jamais évident de passer en premier pour ces petits sprints de présentation. Le deuxième à se présenter le pitch devant vous s'appelle Yacine Kabesh, qui porte le projet Circuleg, dont le projet est de valoriser les coquilles d'œufs, coproduits de l'industrie alimentaire à destination des marchés de l'alimentation animale, de la nutraceutique et de la cosmétique. Yacine, c'est à vous. Encore activer votre micro et votre vidéo, Yacine, et vous pouvez y aller. Ok, est-ce que Yacine, vous avez la main pour mettre votre micro et la vidéo en marche? Est-ce que Yacine nous entend? Je le vois bien dans notre panel. On laisse 10 petites secondes à Yacine pour se préparer. Sinon, on va peut-être passer à quelqu'un d'autre. Allô? Oui, vous m'entendez cette fois-ci, je pense. Très bien. J'ai pas la main pour activer ou désactiver le micro, en fait. Bon. Vous m'entendez bien cette fois-ci? On va gérer ça, oui. Super. Et on va mettre la caméra en marche. Top. Très bien. Et la caméra, oui, elle n'est pas activée là non plus. Mais... je ne crois pas avoir la main pour passer les slides ici. D'accord. La main pour passer les slides va vous être donnée. Tapez juste une fois pour passer les slides. Ça demande, il y a un petit temps de latence de 2-3 petites secondes pour que ça se déroule bien. Parfait. Je vous laisse commencer. Non. On a le micro de Yacine. Vous m'entendez cette fois-ci? Oui, on vous entend. Ouais. Bah, j'ai juste pas la main pour passer les slides. Bon, alors, si c'est bon. Voilà le premier slide. On le voit. Il y a un petit temps de latence, donc il faut cliquer une fois et ensuite vous pouvez passer. D'accord, très bien. Je vais essayer de revenir en arrière cette fois-ci. Non, je n'ai pas la main. C'est pas moi qui tourne les slides. Bon, on va prendre la main sur les slides. Vous nous indiquerez quand les passer. OK. Très bien. On remonte à la première slide et je vous laisse commencer. Parfait. Donc, bonjour à tous, je vais vous présenter donc Circuleg. Circuleg, en fait, est né face à un constat. La slide d'après, pardon. Circuleg est né face à un constat. Aujourd'hui, 40 000 tonnes de coquilles sont rejetées en fait, par les casseries en France. Et ça représente 160 000 tonnes en Europe. Une casserie, en fait, c'est une usine qui va tout simplement casser les œufs, séparer le blanc du jaune et ensuite le revendre aux industries agroalimentaires. Aujourd'hui, ces casseries valorisent que très peu, voire pas du tout leurs coquilles. C'est d'ailleurs un poste de dépense pour elles. Vous pouvez passer à la slide suivante. Donc, c'est face à ce constat chez Circuleg qu'on a décidé de créer Circuleg. Donc, après plus d'un an de R&D, on a développé un process qui permet de séparer les deux constituants de la coquille, à savoir la coquille externe et la membrane interne. La coquille externe est riche en fait à 98% de carbonate de calcium et la membrane interne, elle est riche en plein de protéines et biomolécules d'intérêt comme l'acide hyaluronique, le collagène ou bien la chondroïtine sulfate. Ces deux produits sont des produits innovants et qui ont des propriétés prouvées au niveau cosmétique, nutritif et thérapeutique. On va donc les revendre sur les marchés du complément alimentaire, de la cosmétique, de l'alimentation humaine et animale. Vous pouvez passer à la slide, s'il vous plaît. On a ce qu'on appelle un business model, donc gagnant-gagnant. Tout d'abord, on évite un coût de traitement des coquilles aux casseries, ce qui nous permet d'avoir un sourcing gratuit et sécurisé de nos coquilles. Puis, ensuite, nous allons revendre nos produits sur les différents marchés dont je vous ai parlé. Puis ensuite, afin de pérenniser le partenariat, nous allons reverser un pourcentage de notre bénéfice aux casseries chez qui nous avons positionné nos machines. Vous pouvez passer à la slide.
Aujourd'hui, on est donc trois pour mener à bien la startup Circuleg. 3 ingénieurs d'AgroParisTech. Pierre Blanchot, qui est responsable de tout le volet technique de notre entreprise, que ce soit le process, mais également l'industrialisation. Pierre-Loup Chapeau, qui est responsable du financement et de la communication. Et moi-même, Yacine, qui suis responsable du business et des partenariats. On vient de recruter également Idriss Ben Saber, qui va nous aider à faire le scale-up de notre process industriel, de passer du laboratoire à l'industriel. On a également des partenaires qui nous permettent d'avancer sur l'ensemble des sujets traitant notre startup, que ce soit des incubateurs, des structures de recherche, mais également des structures juridiques. Merci Yacine. Merci beaucoup Yacine. On va pouvoir passer aux questions et réponses. Alors, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Vous en profiterez peut-être pour donner encore le restant des informations. Je laisse la parole au jury. Du coup, je vais me lancer. Bonjour Yacine. Du coup, quelle est la roadmap? Où est-ce que vous en êtes actuellement? Est-ce que vous avez déjà pu mettre en place votre process dans des casseries? Est-ce que vous avez déjà des premiers clients? Comment ça se passe à ce niveau-là, s'il vous plaît? Merci. La slide qui manquait, parfait. Donc, en fait, on prévoit notre première ligne de production pilote d'ici mai 2021, mi-2021. Et donc, pour ça, en fait, on prévoit une levée de fonds qui s'adosserait aussi donc, début 2021. Puis, une fois qu'on aura donc réalisé cette industrialisation, notre première unité pilote, on va donc 1 an après avoir une première ligne de production industrielle directement on-site chez une casserie. Et une fois qu'on aura vraiment pérennisé le business model, on n'aura plus qu'à répliquer notre modèle à la sortie de plusieurs casseries, voire même de plusieurs autres coproduits. Ok, merci beaucoup. Merci. Une autre question du jury. Je peux poser une question. Il y a beaucoup de projets comme ça autour des œufs. En quoi est-ce que vous êtes différenciant et quel est le caractère innovant et ambitieux de votre projet? Alors, sur les œufs, il me semble que d'un point de vue industriel, on est les seuls. Il y a juste un autre projet qui se développe, mais voilà, nous, ce qu'on milite, c'est qu'en fait, on pousse la valorisation. Et voilà, on dit que d'abord, il faut valoriser les coproduits vers des destinées, des débouchés qui sont les plus intéressants d'un point de vue économique et environnemental. Et ensuite, on peut les destiner vers d'autres filières telles que la méthanisation, etc. Mais c'est dans un second temps. Merci. Il nous reste une petite minute pour une question très rapide et une réponse tout aussi rapide. Est-ce qu'un membre du jury a encore une interrogation? Jean-Paul. Juste une idée du prix de revente de la partie protéine de la coquille. Le prix au kilo auquel vous pouvez le valoriser, c'est quoi? Le gros, en fait, c'est vrai que le gros de la valeur ajoutée se fait vraiment au niveau de la membrane. Et donc aujourd'hui, on souhaite la revendre entre 100 et 150 euros le kilo. 100 et 150 euros le kilo. Et ça fait combien d'œufs, ça? C'est 5% d'une coquille. C'est 5% d'une coquille. Donc, en France, il y a 40 000 tonnes. Donc, il y a à peu près 2000 tonnes de membrane disponibles en France. D'accord. 2000 tonnes, ça veut dire… On arrive à des 100%, si je peux calculer le chiffre d'affaires potentiel. 300 millions. D'accord, entre 200 et 300. Ok. Très bien, parfait. Un grand merci Yacine Kavesh, merci beaucoup pour cette présentation de votre projet Circuleg. Nous allons pouvoir passer au pitch suivant. Nous allons découvrir un projet qui s'appelle la tannerie végétale. Il est porté par Jim Goudino et qui développe donc un matériau souple 100% végétal inédit au très faible impact environnemental et facilement industrialisable pour proposer aux acteurs du luxe une alternative au cuir traditionnel, très important actuellement. Très bien, donc Jim, nous vous laissons prendre la main. Vous allez pouvoir activer votre vidéo, votre micro et par la suite donc prendre la main vous sera donnée sur votre présentation. Juste un clic vous permet d'activer le premier passage de slide. C'est à vous. Vous m'entendez bien? On vous entend. Eh bien, parfait. Alors, vous avez déjà dit beaucoup de choses, mais du coup, je vais me répéter un peu.
Du coup, je suis Jim Gousineau. Dans la salle, il y a Fanny Deléage, mon associée, et nous avons ensemble co-créé la tannerie végétale qui a pour mission de développer et produire un nouveau matériau souple, 100% végétal, recyclable, biosourcé et sans pétrochimie à destination des maroquiniers et fabricants d'articles de cuir. Je vais commencer par quelques éléments de langage et de législation. Par contre, la slide se change pas. Il y a un tout petit peu de temps de latence. Ouais, là, ça fait 10 secondes quand même. On va essayer une deuxième fois. Hop. Alors, c'est bon, en espérant que ça a sauté. Hop, c'est bon. Du coup, des éléments de réglementation, législation, cuir, c'est un mot qui est déposé légalement, qui désigne du coup une peau d'un animal qui a été tanné pour devenir le matériau que nous connaissons tous. Cuir végétal, on l'entend beaucoup, souvent à tort, ça désigne légalement une peau de bête qui a été traitée avec des produits végétaux, donc des industries chimiques moins lourdes et moins polluantes, pour donner à nouveau un cuir que nous connaissons. Nous sommes dans la famille des simili, qui est assez riche, avec des composés par exemple 100% chimiques, pétrochimiques comme le Sky, le PVC, le polyuréthane, des solutions qui sont à la fois pétrochimiques et végétales, donc on arrive dans les familles du cuir de raisin, de cuir d'ananas, de cactus, etc., dont vous avez tous entendu parler, et deux solutions 100% végétales dont nous faisons partie, qui sont vraiment 100% végétales. Aujourd'hui, on est là pour répondre au dilemme des maroquiniers de luxe français qui sont tiraillés entre le cuir traditionnel, les problèmes éthiques, environnementaux qu'il pose, mais sa résistance et sa qualité exceptionnelle et le savoir-faire millénaire de sa tradition. Et à côté, des alternatives pétrochimiques qui leur sont proposées, qui posent tout autant de problèmes environnementaux et présentent souvent une qualité moindre au niveau des propriétés mécaniques et qui posent surtout le problème de la recyclabilité et du vieillissement. Notre solution, du coup, a été éco-pensée de A à Z, avec un sourcing intelligent, local, raisonnable, évidemment, 100% végétal, j'insiste dessus, vraiment, ce ne sont que des produits végétaux, et notre volonté de valoriser des coproduits de l'alimentation animale et humaine pour donner le matériau que vous avez devant les yeux. Vous l'avez dit en préambule, c'est aussi un procédé et une formulation qui sont facilement industrialisables à haute échelle, et nous avons fait un dépôt de brevet le mois dernier pour protéger à la fois formulation et procédé. Pour finir, sur le process, vraiment, nous, notre métier, c'est de concevoir et produire, c'est pas de cultiver les matières premières, c'est pas d'ennoblir, c'est pas de produire. Le produit final, nous, vraiment, nous ne produisons que des rouleaux de ce cuir, nous produirons des rouleaux de ce cuir. Voilà. Et du coup, pile 3 minutes, normalement. Parfait, un grand bravo Jim, merci beaucoup. J'espère que vous aurez le cuir assez épais pour résister aux questions des membres du jury, à qui je laisse la parole. J'ai une première question, Raphaël, d'Outre-Vente. Première question, c'est est-ce que vous vous assurez d'où viennent vos produits, d'où vient la matière première exactement? Et puis, d'autre part, je suppose que vous avez évidemment interrogé le marché. Comment une entreprise qui travaille le cuir accepte de passer à un produit végétal? Alors, sur la première partie de la question, sur la provenance des produits, on est absolument intransigeant dessus. Tous nos fournisseurs nous donnent l'assurance que ce qu'on leur achète est français quand c'est possible. Aujourd'hui, dans notre formulation, il n'y a qu'un seul produit à des pourcentages minimes, c'est moins de 1%, qui ne sont pas produits en Europe. Sinon, tout le reste vient de France ou à minimum d'Europe et le plus proche de la France possible. Sur la partie quel est l'accueil des maroquiniers par rapport à ce type de solution, en fait, ils sont tous très à l'affût de ce genre de solution et vous avez sûrement entendu le buzz du cuir de raisin ces derniers temps, et donc le cuir entre guillemets. Ils sont tous à la recherche d'une alternative vraiment satisfaisante, tant sur le plan écologique que sur le plan éthique, pour répondre à ce changement en fait, des pratiques et des valeurs du consommateur final. Quelque chose que je peux vous préciser aussi qui les intéresse beaucoup, entre autres, pour produire notre matériau, nous n'avons absolument pas de consommation d'eau.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour produire 1 mètre carré de peau, ce sont plus de 60 litres d'eau qui sont utilisés, avec 2 kg de produits chimiques lourds. Donc, c'est un impact environnemental qui est absolument colossal. J'avais une autre question un peu dans la suite. Vous insistiez beaucoup sur le côté, il faut, pour que ce soit une vraie alternative, il faut que ce cuir soit beau. C'est Oui. quoi aujourd'hui les caractéristiques que vous devez être capable d'aller chercher avec votre cuir? Comment vous le testez? Comment vous le validez? Et quelle est la réception aujourd'hui des premiers échantillons par le public? Alors, les premiers échantillons vont être distribués dans les prochaines semaines. Là, aujourd'hui, je peux vous en montrer un à la caméra qui a été fraîchement produit, même si bon, ça ne sera peut-être pas très parlant. Du coup, c'est un carré de notre matériau. Aujourd'hui, ce que nous disent les fabricants, c'est qu'ils nous donnent leur cahier des charges et que derrière, c'est à nous de mettre notre matériau à la hauteur de leurs attentes. Quelque chose qui est très important pour eux, c'est la travaillabilité et c'est surtout la possibilité de faire une finition, un embossage, comme par exemple ce qu'on a sur des porte-monnaies ou un bracelet de montre, avec une finition petit veau, une finition croco ou des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est ça qui les intéresse, c'est que ça soit beau et que ça soit un peu customisable à l'envie. Je reprends. Merci beaucoup, Jim Goudinot, Merci à vous. cette présentation de la tannerie végétale. Nous allons tout de suite passer au 4e round de ce concours de pitch. Nous allons maintenant écouter Mehdi Morel qui, avec son projet Mosquito, développe un système de surveillance des foyers de moustiques infectieux qui va révolutionner la lutte contre les maladies transmises par ces insectes. Mehdi, je vous laisse à présent la parole. Même principe qu'auparavant, juste un clic pour prendre la main et ensuite faire défiler vos slides. C'est à vous. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend. C'est parfait. Écoutez, déjà, je vous remercie beaucoup d'avoir organisé cet événement et de me laisser l'occasion de présenter mon projet. Donc, comme vous l'avez dit, je suis Mehdi Morel et je vais vous présenter Mosquito, qui est un projet qui veut révolutionner la lutte contre les maladies transmises par les moustiques. Donc, les moustiques, très simplement, ils sont responsables de plus de 725 000 morts par an à travers le monde, et ce, via les maladies qu'ils transmettent. Donc, ils touchaient avant plutôt les zones tropicales, mais à cause du réchauffement climatique et des transports mondialisés, leur zone d'action tend à s'étendre vers des zones plus tempérées. Donc, c'est un problème mondial de santé publique qui tend à s'aggraver et à s'étendre. Donc, la dengue, Zika, chikungunya, pour la plupart de ces maladies, il n'existe pas de vaccin et les outils actuels ne permettent pas de prévenir efficacement les épidémies. Lorsqu'un cas est déclaré, en fait, l'épidémie est déjà en place. Donc, le principal moyen de lutter contre ces maladies reste le contrôle des vecteurs, donc le contrôle des moustiques, et ça consiste principalement à l'épandage sauvage et massif d'insecticides qui sont donc dangereux pour l'environnement et les populations et qui induisent des résistances chez les moustiques. Cependant, donc, des études ont montré qu'un meilleur contrôle de ces moustiques pouvait réduire le nombre d'infections d'au moins 50%. C'est pour ça qu'on a créé Mosquito. Donc, Mosquito, qu'est-ce que c'est? Ça ne passe pas à la slide suivante. Ah oui, voilà. Donc, Mosquito, qu'est-ce que c'est? C'est un kit de surveillance des foyers de moustiques infectieux qui sont à destination des organismes de santé publique. Contrairement aux méthodes actuelles, ça permet une détection rapide et peu coûteuse et sécurisée surtout des foyers infectieux. Améliorer la surveillance, ça va permettre de prévenir les épidémies avant qu'elles n'atteignent l'homme, mais ça va aussi permettre de cibler et donc de limiter l'épandage d'insecticides. Donc, ce kit, il est en 3 parties. On a d'abord des pièges à moustiques qui sont à déployer sur la zone qu'on veut contrôler. Une station d'analyse qui est munie d'un patch de détection biofabriqué qui permet de révéler la présence de virus dans un échantillon de moustiques capturés. Et finalement, une base de données qui permet de générer une cartographie des zones infectées à partir des résultats d'analyse. Donc, notre business model, il correspond à la vente des pièges et des stations d'analyse pour couvrir la zone à cartographier et d'un abonnement qui comprend l'accès à la cartographie et à l'obtention des patchs d'analyse. Notre système, il est novateur parce que c'est un système combiné. Il demande peu de ressources, donc les tests sont à faible coût. Il n'y a pas besoin d'énergie pour être fonctionnel, donc on peut l'utiliser partout. Et on n'a pas besoin d'une main-d'œuvre scientifique. La manipulation est sécurisée pour l'utilisateur et les résultats sont donnés en temps réel. Le plus important, c'est vraiment qu'on déplace le diagnostic de l'humain vers le vecteur. Et en plus de ça, il est adaptable à des virus actuellement présents selon les régions et qui pourraient émerger dans le futur. En plus, il répond aux critères Assured, donc on l'a développé pour répondre à ces critères qui sont recommandés par l'OMS pour le développement de tests de diagnostic de terrain. Pour développer ce projet, on est 4.
deux designers, Xavier et Lisa, et deux scientifiques avec un profil business, Étienne et moi-même. Donc, si notre projet remporte un prix, ce prix sera utilisé pour investir dans une stratégie de protection de la propriété intellectuelle. Et je crois que je vais arriver au bout de mes 3 minutes. Donc, si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. Parfait. Un grand merci au jury à présent pour les questions. Oui, Fabrice, bonsoir. Je n'ai pas compris, qui sont les clients de votre projet? Alors, ça va être les organismes de santé publique qui se chargent de la démoustication. En fait, un de nos premiers clients, qu'on cible, ce serait Singapour. À Singapour, ceux qui gèrent, je vais mettre ma vidéo. À Singapour, ceux qui gèrent donc la démoustication et la lutte contre la dengue, c'est donc le NEA, donc National Health Agency, qui s'occupe de la démoustication et donc en fait qui veille quartier par quartier à démoustiquer dès qu'on a des cas de dengue qui apparaissent. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, très clair, merci. Victor, cette histoire de moustique, moi, ça me rappelle des choses, en particulier à l'Executive Master, où j'allais porter un programme comme ça, mais on n'est pas là pour parler de ça. Fabrice, tu m'as piqué une question, mais j'en ai une autre quand même. Quels sont les partenaires? Parce que là, vous allez capturer des moustiques. Alors, effectivement, Santé publique va payer, mais qui vont être vos partenaires pour analyser le type de moustique, les virus portés, et puis finalement décider après, alors ça, c'est peut-être plus les institutionnels, mais décider après des politiques à mettre en face de ces diagnostics? Alors, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment impliquer ce qui va être l'équivalent des collectivités locales. C'est-à-dire qu'on laisse la gestion du fait de relever les pièges et de faire l'analyse aux gens qui sont sur le terrain. Et en fait, le système est complètement pensé pour qu'on puisse relever les moustiques directement dans le piège, sans qu'ils s'échappent, sans que l'utilisateur soit exposé à des agents pathogènes. Ensuite, une fois qu'il fait l'analyse, donc c'est quelque chose de très guidé, en fait, on veut vraiment user-friendly. Et une fois qu'il a fait l'analyse, c'est quelque chose qui est codé. En fait, on a des signaux positifs, négatifs, mais on ne sait pas quoi correspond à quoi. Et c'est en fait une fois qu'on a rentré le résultat de l'analyse dans le logiciel de base de données qu'on a la génération d'un résultat. Donc en fait, moi, quand je fais l'analyse, très clairement, je ne sais pas si c'est positif ou pas pour le Zika. Et c'est qu'en rentrant les coordonnées du piège et le numéro de série du patch, que là, que la base de données va me dire ce qui est positif et négatif. J'ai une question, si j'ai encore le temps, Thomas. Oui, une minute. Combien coûte votre produit et est-ce que, par exemple, à Singapour, vous avez testé un peu le marché? Alors, à Singapour, on n'a pas encore testé le marché. On est en contact avec un partenaire industriel en fait, qui est Dassault Systèmes. On a pris contact avec eux parce que justement, ils sont présents là-bas. Ensuite, le prix n'est pas encore déterminé parce que l'idée, c'est il existe en fait plein de pièges à moustiques, mais nous, on a vraiment cette valeur ajoutée qui est la combinaison du piège. Donc, des pièges à moustiques, actuellement, il y en a qui sont environ l'équivalent de ce qu'on propose, c'est environ $200 pour certains, pour des utilisateurs privés. Maintenant, on peut imaginer que c'est dans un système composé, combiné, et donc le piège va varier en fonction du marché et de la valeur qui sera perçue. Vous n'avez pas imaginé de prix quand même, parce que c'est quand même un point important. En fait, si, on se base sur nos estimations, c'est basé sur un prix à environ $150. Voilà, vous pouvez nous le dire, on ne va pas le dire. Hein. D'accord, merci. On va arriver au bout. Merci beaucoup, merci Mehdi Morel, pour le projet Mosquito. Nous en arrivons déjà au place à présent à Lou Noirclair, qui représente le projet Mycotech, dont l'objectif est de concevoir et de développer des solutions d'emballage à base de mycélium et qui s'inscrit donc dans une démarche durable et vertueuse par son impact environnemental positif. Lou, c'est à vous. Oui, bonjour, normalement vous m'entendez, j'espère que ça marche au niveau du clic. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le projet de biotechnologique de 2 étudiants, donc Nicolas Kahn et moi-même. Donc il s'agit de Mycotech. Alors là, normalement, la slide. Ah, voilà. Donc, mince. Est-ce que je peux revenir en arrière? OK. Donc, ce projet part d'un constat qu'on peut tous partager, c'est l'impact désastreux et croissant du plastique sur notre planète, sur l'environnement, sur nos sociétés. En effet, on produit dans le monde chaque seconde 10 tonnes de plastique et rien que la durée de speech, on va produire 1800 tonnes de plastique dans le monde. Donc, après son utilisation, moins de 10% de ce plastique est recyclé, notamment pour l'industrie, mais les 91% restants sont brûlés, enfouis, mais surtout et malheureusement abandonnés. Et ils finissent leur chemin sur la Terre, dans l'océan, et ils engendrent des conséquences environnementales et sociales désastreuses. L'un des postes d'utilisation croissant de ce plastique, c'est l'emballage ainsi que la protection liée au transport des biens de consommation. Transport qui s'accroît également, comme on
peut particulièrement l'observer cette année, au cours de confinements successifs où la demande augmente. Il existe pourtant des alternatives juste sous nos yeux. On peut malheureusement plus le faire en ce moment, mais au cours d'une balade en forêt, en remplissant notre panier pour l'omelette au cèpe prévue au dîner en famille, pourquoi pas, on manipule cette alternative et en fait, il s'agit simplement du champignon. Plus précisément, le nom scientifique du règne de ces êtres vivants particuliers sont les mycètes. Ils sont particuliers car leur cycle de vie se déroule en 2 phases. La phase la plus connue, c'est celle que nous mangeons, c'est celle qui est à l'image, un pied, un chapeau. Mais cependant, le champignon passe la majeure partie de sa vie sous la forme d'un gigantesque réseau de fibres, semblable à des racines, extrêmement fines de l'ordre du micron et extrêmement longues qui s'entrecroisent pour créer une sorte de tissu dans le milieu auquel il évolue. Et c'est ce qu'on appelle le mycélium. Ce mycélium, il peut être cultivé très simplement dans un substrat composé de déchets de l'agriculture et une fois séché, donne un matériau aux propriétés très intéressantes. Il est tout d'abord résistant au feu, ignifugé, il est plus résistant à la rupture que le béton, tout en étant très léger. Et bien sûr, il peut être produit sur mesure dans des moules. Il peut par exemple présenter des propriétés d'élasticité ou au contraire de dureté en fonction du substrat développé. Il peut être produit dans des quantités industrielles et il présente donc des faibles coûts de production. Mais ce n'est pas tout. Alors que la production de plastique tire son origine du pétrole avec des processus coûteux en énergie et très émetteurs en gaz à effet de serre, la production de champignons nécessite un apport minime en énergie et s'avère captatrice de carbone. En outre, suite à la récolte des tissus fongiques, le substrat de culture pourrait être valorisé en engrais et utilisé dans la filière agricole. Et c'est ainsi que, par un processus simple, naturel, de culture et de production industrielle de différents matériaux à base de mycélium, l'équipe de Mycotech proposera aux entreprises de transport ou à celles ayant recours au transport de marchandises des solutions de protection pour remplacer le plastique habituellement utilisé, comme le polystyrène expansé par exemple. Donc, par des coûts très bas de production, il s'inscrira sur la scène internationale dans un secteur concurrentiel et présentera des avantages comparatifs intéressants. Une recherche et un développement continu pour étoffer la gamme de produits. Il va falloir commencer à... Je conclus. Un modèle économique décarboné, voire captateur de carbone, comme j'ai dit. Et enfin, il présentera un impact social positif par son enracinement dans l'économie locale pour dynamiser un territoire rural. Je vous remercie. Merci. Vous avez pris un tout petit peu plus de 1800 tonnes de plastique pour présenter votre pitch. Les réponses maintenant vont en prendre aussi. Et voilà, les réponses, on va essayer de faire très rapide au jury de poser ces questions. Bonjour Quentin, moi j'avais une première question sur la particularité de votre mycélium par rapport à la concurrence, parce que finalement il y a pas mal de sociétés qui commencent à se positionner sur de la production industrielle de packaging en mycélium. Vous, qu'est-ce que vous apportez de différent comme proposition de valeur? En fait, il y a des entreprises assez localisées qui présentent des solutions de packaging, mais une seule aux États-Unis qui propose une solution un peu similaire à celle-ci, qui n'est pas du packaging, mais vraiment des objets pour caler dans des colis comme du polystyrène. Et l'avantage, c'est qu'ici, en France, en Europe, l'agriculture est quand même beaucoup plus raisonnée qu'aux États-Unis, donc on peut élaborer des systèmes de récolte de matières premières, donc de substrats, dans des circuits courts qui s'inscrivent vraiment à l'échelle territoriale. Et donc, effectivement, c'est dynamiser un territoire rural, c'est promouvoir l'agriculture de qualité aussi, parce qu'on permet à des agriculteurs de se séparer de leurs déchets qui parfois ne sont pas utilisés, et en les valorisant. Oui, j'ai une question aussi, Fabrice. La plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps, en fait, les processus de production biologique qu'on observe dans la nature, ici c'est un cas, ont un problème lorsqu'il s'agit de passer à l'échelle industrielle, c'est la cinétique, puisque tout ça c'est de la chimie à basse température ou à bas niveau d'énergie, et donc de manière générale, ce sont des processus qui sont lents, voire très lents. Passer à l'échelle industrielle demande en fait une catalyse, peu importe la technologie, mais une catalyse, parce que sinon vous allez attendre des plombes avant d'en tirer des quantités utilisables à une échelle industrielle et commerciale. C'est quoi votre solution? Justement, déjà, le mycélium, ça a une croissance extrêmement rapide. L'avantage, c'est que sa croissance ne se fait qu'en longueur du filament. Donc, du coup, se densifie très rapidement le réseau. Et en fait, pour obtenir un objet comme celui-ci, qui est un petit exemplaire, on ne le voit pas trop, du coup, je vais le mettre sur moi, voilà. Il a fallu 3 semaines de croissance de mycélium. Donc ensuite, on peut faire cette croissance dans des conditions très optimales. Ça demande très peu d'énergie puisque c'est dans l'ombre. Dans des conditions d'humidité régulées, une cave suffit, par exemple. Et donc, en fait, dans ces conditions-là, la croissance se fait quand même assez rapidement. Et surtout, l'objet quasi final en sort. Parce que
comme il est moulé, l'objet ensuite peut directement être injecté dans la commercialisation. Moi, j'ai une question, si tu me permets, Thomas. Je voudrais savoir, la culture de ce mycélium, elle se fait en espace ouvert ou elle se fait en espace industriel couvert? Elle se fait en espace industriel couvert. Elle se fait parce qu'il faut justement un espace comme Enfin, l'idéal, en fait, c'est une cave. C'est même pas un espace industriel, c'est une cave ou ce genre de lieu, parce qu'il faut des conditions assez égales en température, on va dire. Mais du coup, ça se fait en milieu industriel couvert, puisque dans un hangar, en fait, fonctionne parfaitement. D'accord. Mais il faut le chauffer ou non, il ne faut pas le chauffer. Il faut simplement... Peut-être en hiver, en fonction de la zone où on s'installe, parce qu'il faut une température constante. Il faut une température constante d'une quinzaine de degrés, c'est pas optimal. Le mieux, c'est 20, donc effectivement, il faut le chauffer. Oui. Très bien, parfait. On va en rester là. Merci beaucoup, Léonore Claire, pour cette présentation de votre projet Mycotech. Je vous propose d'accueillir maintenant Paul Malfoy, qui développe des solutions d'enrobage alimentaire 100% naturelles, comestibles et sans danger pour l'organisme. Son projet s'appelle Protem et je vous laisse le découvrir avec lui. À votre tour, Paul, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous pouvez prendre la main sur votre présentation? Oui, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Parfait, à vous. Alors, je suis ravi de pouvoir vous présenter notre projet Protem. Ce projet est né donc d'un constat très simple qui est celui du gaspillage alimentaire que rencontre chaque année l'ensemble de la filière agroalimentaire. En 2016, par exemple, c'est près de 10 millions de tonnes d'aliments gaspillés en France, avec la filière fruits et légumes qui contribue à hauteur d'environ 50% de ces pertes. Évidemment, ce constat est associé à des pertes financières très importantes, mais aussi et surtout à de très fortes émissions carbonées. En 2016, toujours, c'est 15,3 millions de tonnes de CO2 qui sont émises inutilement dans l'atmosphère. Et je dis bien inutilement parce qu'on parle ici de matières premières qui sont cultivées, récoltées, acheminées par divers moyens de transport pour être soit transformées, soit distribuées directement avant de n'être jamais consommées. Alors, fort de ce tragique constat, mes associés et moi-même avons longuement réfléchi à trouver une solution impactante et à même de pouvoir solutionner ce problème. Nous avons donc élaboré une solution d'enrobage alimentaire pour fruits et légumes. Cet enrobage présente très concrètement sous la forme d'une fine pellicule, invisible à l'œil nu, complètement incolore et inodore, et surtout comestible. Nous avons imaginé cet enrobage développé intégralement à base de composés naturels, comme une seconde peau pour l'aliment. Il joue deux rôles principaux, celui de barrière physique, car il limite les échanges gazeux entre le fruit ou le légume et l'atmosphère, et celui de barrière microbiologique, car il va défendre le produit contre les pathogènes, que ce soit des champignons ou des bactéries. Les denrées alimentaires protégées auront une durée de vie augmentée jusqu'à plusieurs semaines, et tout ça sans en altérer ni leur aspect ni leur saveur. Notre solution se positionne en substitut naturel aux produits phytosanitaires post-récolte, aujourd'hui largement employés dans l'industrie agronomique. Très facile d'utilisation, nous nous implémentons directement chez l'exploitant ou dans les coopératives agricoles, où le matériel nécessaire à l'enrobage existe déjà. Nous pouvons par exemple utiliser notre solution en spray sur les tapis de lavage des fruits et légumes. Dans la suite de la chaîne d'approvisionnement, on voit très bien sur le graphique de droite que les pertes sont partagées entre la distribution et la consommation. Deux moments clés au cours desquels notre enrobage peut avoir un très fort impact. Pour terminer, j'aimerais préciser que ce projet s'inscrit parfaitement dans les objectifs de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui prévoit d'ici 2025 une réduction des pertes sur l'ensemble de la filière de 50% par rapport au niveau de 2015. Notre solution est également une opportunité de réduire, voire supprimer l'usage des emballages plastiques unitaires, particulièrement appréciés par les filières bio. Je vous remercie pour votre attention et j'en profite pour vous présenter mes deux associés que vous voyez à l'écran. Merci. Parfait, merci beaucoup Paul. Merci, bravo de ne pas avoir gaspillé la moindre seconde qui vous était impartie. C'est au jury de prendre la suite. Une question, deux questions. Comment vous allez travailler pour éviter que les consommateurs soient réticents? Parce que mettre un produit par-dessus, j'espère que vous avez préparé quelques arguments de ce côté-là. Et puis surtout, toujours mon obsession qui est le prix, le marché derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, pour répondre à la première question, effectivement, il risque d'avoir une barrière
éthique en fait à la consommation, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, avec comment dire, tous les produits voilà, qu'on bien souvent et malheureusement fait la une de l'actualité, qu'on trouve en fait sur nos produits agroalimentaires, c'est vrai que le consommateur est assez méfiant, souvent à juste titre d'ailleurs, et le fait de lui demander en fait de consommer quelque chose par-dessus qu'il ne connaît pas peut être un écueil. Par ailleurs, tous les éléments, et je l'ai dit dans la présentation, qu'on utilise sont des éléments totalement naturels et qui sont déjà en fait légalement autorisés dans l'industrie agroalimentaire. Notre composé principal est par exemple utilisé en diététique ou dans ce genre dans ce type d'environnement. Donc, c'est quelque chose qui est complètement inoffensif pour la santé. Et surtout, l'enrobage, on peut l'enlever si on veut. Donc, c'est quelque chose qui a l'eau part tout simplement. Voilà. Et ensuite, pour répondre du coup à la deuxième partie de la question, en ce qui concerne le prix, alors pour être très transparent, c'est quelque chose qui est à l'étude de notre côté. Notre formulation n'est pas définitive, voilà, c'est une formulation qui est en cours de développement et d'optimisation. Et justement, le prix, on sait très bien que c'est voilà, un élément crucial dans le projet. Et on utilise globalement des produits qui sont très peu coûteux. Maintenant, on est en train d'évaluer voilà, à quel niveau on pourrait se situer, mais c'est difficile de vous répondre aujourd'hui. Oui, Paul, peut-être une autre question technique cette fois. Donc, j'ai compris que la technique d'enrobage, en fait, c'était un spray, enfin potentiellement un spray. Et donc, la question est la suivante, c'est la protection n'est efficace que si le film déposé est parfaitement homogène et recouvre 100% de la géométrie de l'objet enrobé. Comment est-ce que vous allez garantir ça techniquement avec une technologie de dépôt par spray, surtout si vous allez sprayer sur un tapis roulant, quoi, hein? Oui. Alors, c'est effectivement une question qu'on s'est posée. Pour autant, sur la première partie de votre question, ce n'est pas totalement correct. C'est-à-dire qu'un enrobage total de 100% n'est pas forcément indispensable à une bonne couverture et une bonne protection microbienne. Typiquement, le composé qu'on utilise et qui est un fort agent antimicrobien, donc voilà, antifongique et antibactérien, est un agent qui a un rayon d'action qu'on est en train de mesurer, donc que je ne saurais pas vous donner aujourd'hui, mais qui suffit en fait à couvrir voilà, un certain diamètre, ce qu'il y a à côté. C'est-à-dire qu'une pulvérisation, même si elle est grossière, permettrait de protéger complètement le fruit. Mais ça répond à la barrière biologique, ça ne répond pas à la barrière ni physique ni chimique, parce que l'oxygène, lui, le moindre trou, il va passer. Donc, vous aurez une oxydation là où vous êtes pas recouvert, hein. Gabriel, je vous propose qu'on réponde à cette question lors d'une autre occasion. Les 3 minutes viennent de s'achever. Je vous remercie. Merci beaucoup, Paul Malfoy, pour la présentation de Protem. Je vous propose à présent de céder la parole à Caroline, qui va vous présenter son projet Renaissance Upcycling, un service d'upcycling digital qui donne une seconde chance à vos vêtements en proposant une alternative innovante à la surproduction textile générée par l'industrie de la mode. Caroline, c'est à vous. Je vous laisse prendre la main sur votre présentation et dérouler votre présentation pendant 3 minutes. Merci. Vous m'entendez bien? On vous entend. Très bien. Alors, je passe le slide. Est-ce que ça marche? Ça marche lentement en général. Oui, j'attends. Ça ne bouge pas pour moi. Essayez une deuxième fois. Ah, c'est bon, super. Donc, pour commencer, l'industrie de la mode, c'est une des industries qui pollue le plus et qui porte le plus atteinte aux droits de l'homme. Pour contrer cet impact, il y a énormément de marques responsables qui se développent, mais elles restent dans une logique de surproduction, puisque produire mieux, c'est toujours produire. On a en effet 100 milliards de vêtements qui sont produits par an, alors qu'on a dans nos placards 2/3 de nos vêtements qui restent inutilisés. Et donc, quand on observe le marché, on voit qu'il y a bel et bien une demande croissante pour la retouche, pour l'upcycling, donc la revalorisation de vêtements, et pour le sur-mesure, ce qui m'a confirmé en fait l'opportunité de marché que j'avais identifiée, qui est de créer une application pour faire transformer ces vêtements sur mesure et à proximité de chez soi, donc pour limiter le gaspillage et la surproduction textile, permettre de reconnecter avec des savoir-faire locaux dans l'industrie de la mode et découvrir une expérience totalement innovante, loin de l'achat. Donc, prenons par exemple Pauline, donc, qui a 27 ans, qui est très sensible à son impact écologique et qui souhaite revaloriser un jean qu'elle n'a jamais porté.
Donc, elle va installer l'application Renaissance Upcycling et puis elle va choisir parmi les patrons qu'on va lui proposer pour transformer son jean. Et donc, elle va pouvoir créer son profil morphologique avec une technologie qui s'appelle le body scan et puis simplement se rendre chez notre couturier partenaire le plus proche de chez elle. Et donc, ce couturier partenaire va pouvoir dépiquer et complètement retailler le vêtement pour en faire un nouveau. Et Pauline va simplement recevoir une notification sur son application quand elle pourra récupérer son vêtement. Donc, pour vous montrer l'impact de l'upcycling, en fait, upcycler un jean, c'est sauver jusqu'à 11 000 litres d'eau. Et puis, on empêche un nouvel achat et en même temps un vêtement inutilisé d'être jeté. Donc, l'impact est double. Donc, pour vous présenter rapidement l'équipe, moi, je suis Caroline, je suis à l'initiative de ce projet. J'ai fait une école de commerce, ça fait 2 ans que j'ai cette idée et que je fais tout pour le mener à bien. Théo Team m'a rejoint rapidement pour faire le développement des patrons que l'on souhaite proposer sur cette application. Maxime est UX designer et était très heureux de rejoindre un projet engagé et qui place le design au centre de sa stratégie. Et puis, on a également une autre personne qui vient de rejoindre, Ilana, pour le marketing et la communication. Et donc, voici notre roadmap. Nous en sommes au test du prototype de l'application. Nous testons également les patrons, dont nous avons déjà transformé des vêtements, et nous nous préparons à la phase de développement de l'application. Et c'est pourquoi nous avons besoin du financement de la Fondation Polytechnique. Et donc, pour conclure, nous souhaitons proposer une offre qui soit locale, responsable, un produit unique, et pour répondre en fait à l'envie de nos utilisateurs qui est d'avoir une alternative vraiment éco-responsable à l'achat de vêtements neufs. Et puis également, ce sont des amateurs de mode qui veulent des pièces qui ont une âme. Et donc, en redonnant une seconde vie à des vêtements, c'est ce que l'on souhaite faire. Et donc, je vous remercie et j'espère avoir votre aide pour développer la solution technologique qui pourra permettre ce changement dans la mode. Merci Caroline. Parole au jury. Bonjour, moi j'avais une première question. Comment vous faites pour que le coût de cette opération d'upcycling reste raisonnable et qu'ainsi votre solution permette effectivement d'avoir une grande ampleur et que ce soit pas juste un truc un peu niche parce que très cher en fait? C'est vrai qu'on me dit souvent que c'est un service pour bobo, mais en fait, j'ai fait les premiers tout simplement devis des patrons. Le prix est très dépendant de la main-d'œuvre, puisque donc on a notre business model, ça se base sur le coût de la main-d'œuvre, le coût de transformation par les couturiers, et puis nous, on prend une marge qui est de 20%. Donc là, par exemple, pour la jupe que je vous ai montrée en jean, le coût, il est de 60 €. Donc, ça va donner un prix de l'ordre de 70 à 80 €. Donc, en fait, c'est totalement comparable au prix de la mode responsable. Alors, évidemment, on ne souhaite pas avoir des prix qui sont équivalents à Zara ou H&M parce que c'est justement des pratiques de prix qu'on dénonce qui sont déconnectées des réalités de production. Et nous, on souhaite justement valoriser des savoir-faire locaux. Et pour cela, ça implique d'avoir une stratégie de prix cohérente. Moi, j'ai éventuellement une question, Thomas. Oui. Donc, Caroline, je voudrais savoir quel est l'avantage de votre process avec son application. Je n'ai pas de doute sur le fait qu'elle sera très bien faite par rapport à aller directement chez le couturier pour transformer un jean en short, par exemple. En fait, la différence, c'est que nous, en amont, on a tout un processus d'exploration de l'upcycling et en fait, c'est vraiment notre cœur de métier. C'est-à-dire qu'avec Théo Team, pour commencer, on a pris un jean et puis on s'est demandé ce qu'on voulait faire avec. Donc, on a eu 5 idées de transformation et pour chaque patron, on a fait des études en volume pour savoir si on avait bien suffisamment de textile pour faire cette transformation. Et ensuite, on a décidé le design. Enfin, voilà, donc, ce qu'on propose, c'est une solution clé en main pour fournir des idées en fait, et sortir au fur et à mesure de notre évolution toujours plus de patrons pour enrichir notre base de données d'upcycling. Et voilà, c'est comme des collections, mais on ne produit pas en fait un vêtement avec de la matière, mais on produit des idées. Et donc, c'est ça vraiment notre valeur ajoutée. Il y a encore une possibilité d'une question et d'une réponse très rapide. Vous disiez que vous étiez en phase de test. Oui. En lien avec ça, quelle est votre cible? Qui va s'intéresser à ça? Parce que je me dis, aujourd'hui, il y a aussi le moyen de recycler les vêtements et il y a plein de boîtes partout où on peut simplement apporter, donc faire un geste de gratuité, d'apporter nos vieux vêtements et de les mettre dans un système de recyclage. Oui, quelle est votre cible?
30 secondes pour la réponse, Caroline. Oui, alors notre cible, c'est vraiment les gens qui ont des vêtements qui ne veulent ni les donner, ni les jeter. Vous voyez, c'est la pièce, en fait. Moi, par exemple, ça va être la robe de ma grand-mère que j'ai revalorisée en première parce que c'est une robe à laquelle je suis attachée. C'est une belle matière que je vais vouloir retailler. Et puis, le problème du recyclage, en fait, c'est que c'est une fausse impression. Ce n'est pas vraiment éco-responsable, c'est-à-dire qu'on perd beaucoup de valeur. L'avantage de l'upcycling, c'est qu'on redonne plus de valeur, en fait. On part d'un matériau, on lui donne plus de valeur. Parfait. Merci beaucoup, Caroline Charvet de Renaissance Upcycling pour cette présentation. Nous allons maintenant découvrir un projet développé à l'École Polytechnique. Sylvain Ferrand, lui et son équipe élaborent un casque de guidage audio en temps réel qui permet à une personne aveugle de réaliser une activité sportive telle que la course sur une piste d'athlétisme en extérieur ou le roller en intérieur. Sylvain, je vous laisse la parole. Eh bien, bonjour. Alors, je vais commencer par vous montrer une vidéo qui est assez époustouflante, tellement époustouflante que j'en ai fait mon sujet de thèse, en fait. Donc, sur cette vidéo, vous voyez Stéphane et Baudouin. Et alors, Stéphane est derrière et en fait, Stéphane est aveugle. Alors, comment ça marche? Stéphane arrive à faire du roller simplement en suivant le son produit par les rollers de son coach Baudouin que vous pouvez voir. Alors, Stéphane, c'est clairement une exception. Hein. Il y a finalement très peu de personnes aveugles qui font du sport en compétition pour pratique. Hein. Ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'être guidés. D'où notre volonté de rendre le sport plus accessible aux personnes déficientes visuelles. Alors, pour cela, on a développé un dispositif de réalité augmentée qui va essayer de reproduire ce mode de fonctionnement. Stéphane qui suit les rollers de Baudouin. Et pour ça, on va avoir un casque audio qui va créer une source sonore virtuelle qui suffira de suivre. Alors, tout ça, je ne sais pas si j'arrive à changer. Vous m'entendez là? Oui, on entend, mais on n'a pas les slides. Ah, voilà, ça revient. Voilà, ça y est. Alors, donc, tout ça s'appuie sur des recherches qui sont menées depuis une dizaine d'années au Centre de mathématiques appliquées sur les techniques d'audio 3D binaural. Alors, qu'est-ce que c'est que le binaural? En fait, vous savez tous que vous êtes capable de localiser des sources. C'est comme avec vos yeux, hein, parce que vous avez 2 yeux, vous voyez en 3D, ben vous avez 2 oreilles, vous entendez en 3D. Et donc, au CMAP, nous, on développe des algos de traitement du signal qui vont être capables de reproduire le caractère spatial du son. Et donc, avec ces outils-là, on a développé un prototype qui est aujourd'hui fonctionnel, car il permet de guider des personnes aveugles, comme on peut le voir en principe sur la vidéo. Voilà. Donc ici, il y a une partie qui court en toute autonomie sur la piste d'athlétisme de l'École Polytechnique. Hop. Ah voilà, c'est. Donc voilà, donc ma thèse est sur le point de se terminer. Donc pour essayer de valoriser ces travaux, on a créé une équipe autour de Ron Blind. Donc cette équipe, elle est composée des chercheurs en audio de l'École Polytechnique et d'un entrepreneur chevronné qui va donc nous aider à rendre le sport accessible aux personnes déficientes visuelles. Alors il faut savoir qu'il y a 250 millions de personnes aveugles à travers le monde, et que si on se base sur des hypothèses assez raisonnables en termes d'études de marché, ça représente un système de guidage pour le sport représente à peu près un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros par an. Alors il faut savoir que pour ça, nous on est bien placés. Merci Sylvain, désolé, je dois vous interrompre, on est au bout des 3 minutes. Je vais laisser la parole aux membres du jury qui vont pouvoir vous poser leurs questions. Qui se lance dans le jury? Je vais poser une question. Quel est le
ce type d'équipement, vous l'avez estimé à combien? Quel est aujourd'hui le niveau de recherche abouti? Vous l'avez testé, on le voit, à titre de prototype. Est-ce que vous avez pu faire des applications sur des populations ou certains sports? Est-ce que vous avez pu déjà un peu le mettre en œuvre? Oui, donc voilà, ça a été l'objet de mes travaux de thèse. Donc aujourd'hui, on a un prototype, même plusieurs variantes de prototypes qui sont fonctionnels, au sens où on est capable de guider des personnes aveugles. Alors on l'a utilisé pour la course à pied, qui est le cas le plus simple. On l'a eu au sport qui pourrait être pratiqué avec ce genre de système. Aujourd'hui, on a un prototype et on est en train de développer ce qui sera une pré-série, en fait. Et, voilà. Je ne sais pas si c'est moi qui ai une mauvaise connexion. Je pense que c'est au niveau de la présentation de Sylvain qu'il y a quelques coupures à quelques reprises. Des coupures, justement. Et quels sont les partenaires que vous avez déjà identifiés pour partir dans ce type d'investissement? Alors, l'idée, c'est… Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des associations de personnes aveugles. On travaille aussi beaucoup avec des sportifs de haut niveau qui sont très intéressés par ce genre de dispositif pour l'entraînement. Donc, en particulier, on a le champion du monde de 400 mètres non-voyant qui a testé le dispositif et qui est assez enthousiaste à l'idée d'utiliser ce genre de choses. Et ça, pour nous, ça pourrait être un ambassadeur de choix. Donc, pour nous, les partenaires, ce sont sûrement des associations autour de la déficience visuelle et des clubs sportifs. J'ai une question, si on a encore un peu de temps. Fabrice, oui, une petite minute. Oui. Alors, une question un peu technique. Beaucoup de ces dispositifs sont éminemment sensibles au rapport signal-bruit. Or, les applications qui sont envisagées sont dans un environnement sonore où le rapport signal-bruit va être détérioré, médiocre. Et par conséquent, est-ce que ce paramètre technique ne va pas réduire le marché potentiel à une part congrue? Non, parce qu'on a beaucoup utilisé le système en extérieur. On utilise des systèmes de casque à conduction osseuse qui ne ferment pas les oreilles. Qui sont très appréciés par les personnes déficientes visuelles parce qu'on fait de la réalité augmentée. Donc, les bruits ambiants ne sont pas un problème au sens où ils aident les personnes déficientes visuelles à évoluer dans le milieu par les systèmes d'écolocalisation qui sont beaucoup pratiqués. On a aussi beaucoup travaillé dans un gymnase qui est quand même un environnement extrêmement bruyant et ça ne pose pas de problème. En fait, le bruit ambiant est une aide pour les personnes déficientes visuelles et il ne faut surtout pas essayer de le masquer. Parfait, très bien. Merci beaucoup Sylvain Ferrand du projet Run Blind. Nous approchons petit à petit de la fin de cette session de pitch puisqu'il ne nous reste plus que 2 projets à découvrir. Place maintenant à Rémi Besson qui va nous présenter Sonio, un projet qui a pour vocation d'améliorer le diagnostic prénatal grâce aux avancées de l'intelligence artificielle. Rémi, je vous laisse prendre la main sur la présentation et démarrer votre pitch. Vous avez 3 minutes. On ne nous entend pas, par contre, Rémi. Je crois qu'on doit avoir peut-être un petit… Peut-être que votre micro sur votre ordinateur n'est pas ouvert. C'est un… Ok, on va peut-être dans ce cas passer la parole tout de suite à Louis Moreau de Spirus, le temps que Rémi puisse résoudre ce petit problème au niveau de son installation. Est-ce que Louis Moreau de Spirus est déjà prêt pour prendre la suite avec sa présentation? Très bien, je vois Louis Moreau apparaître. Oui, vous m'entendez? Oui, Louis, on vous entend, on vous entend. Dans ce cas, je vais vous laisser passer devant Rémi le temps qu'il puisse régler ce petit problème technique de son côté. Et je vous invite, dans ce cas, à prendre le relais d'ores et déjà pour présenter votre projet Spirus. Très bien. Bonjour à tous. Donc, dans les années 70, l'ONU décrivait la spiruline comme la nourriture du futur. Bon, apparemment, c'est qu'on n'est pas encore dans le futur.
Et avec Elliot, mon associé, on aimerait changer ça. Spirulus, c'est donc le projet de 2 jeunes étudiants en dernière année aux mines de Nancy qui tentent de révolutionner la façon de produire de la spiruline. Pour ceux qui ne connaissent pas, la spiruline est une microalgue comestible aux propriétés nutritionnelles exceptionnelles. Elle contient 3 fois plus de protéines qu'une viande, mais sa production nécessite 40 fois moins d'eau et rejette 120 fois moins de CO2. Face à la transition écologique et économique actuelle, c'est une chance à saisir. Le problème, c'est qu'actuellement, elle est produite dans des bassins à ciel ouvert, à faible rendement. En plus, elle nécessite un climat tropical, ce qui explique que les leaders mondiaux sont la Chine et les États-Unis, grâce à leurs déserts respectifs. En France, la production est quasi impossible, seulement entre avril et septembre et à des très faibles rendements. Sur les 300 tonnes consommées chaque année en France, seules 50 tonnes sont produites sur le territoire. Notre solution, c'est une production au sein d'un bioréacteur innovant. L'environnement contrôlé fournit à la spiruline tout ce dont elle a besoin en temps réel. Alors qu'actuellement, les productions sont surfaciques, nous avons, nous, ici, une production en volume. Pour les plus matheux d'entre vous, on passe donc d'une fonction carrée à une fonction cube, et cela change totalement les ordres de grandeur et les rendements par la même occasion. On parle ici d'une productivité multipliée au minimum par 10. Nos travaux sont issus des papiers scientifiques les plus récents dans le domaine des microalgues, mais qui n'ont jamais été appliqués à la spiruline à grande échelle. Depuis janvier de cette année, nous travaillons sur un prototype que vous voyez derrière moi. Notre curiosité et notre inventivité nous poussent à reconsidérer tous les aspects du bioréacteur. Notre démarche est très itérative. Le but est de tester de nouveaux paramètres le plus rapidement possible, que ce soit la diffusion de la lumière, la diffusion des nutriments, la température, etc. Nous cherchons à réduire les coûts et à innover à tous les niveaux. Le projet est pluridisciplinaire, biologie, électronique, informatique, et c'est pour nous un challenge de tous les jours. Concernant le planning prévisionnel, dans les prochains mois, nous allons continuer les expérimentations que nous avons financées jusqu'à là grâce à nos propres moyens. À partir de février, nous passons à plein temps car nous effectuons notre stage de fin d'études sous forme entrepreneuriale, ce qui va nous permettre de nous consacrer pleinement au projet. Ensuite, le but est de réaliser un bioréacteur semi-industriel fonctionnel dès septembre 2021. Pour conclure, nous voyons en Spirus une réelle alternative dans le monde de l'agroalimentaire et vous pouvez compter sur notre rigueur, notre persévérance et notre motivation pour mener à bien ce projet. Merci à tous. Merci beaucoup, Louis Moreau. La parole est au jury. Oui, Victor. Est-ce que vous avez regardé un peu au plan microbien ce qui se passait dans ce bioréacteur? Est-ce qu'on a des bonnes conditions pour faire pousser des bactéries aussi? Est-ce que vous avez regardé cet aspect? Alors, au niveau biologique, effectivement, c'est un peu les mêmes conditions que dans les bassins à ciel ouvert. C'est la lumière, les nutriments, etc., qui font croître les souches cellulaires. Et en fait, le but est d'optimiser ces conditions environnementales pour augmenter la productivité. Donc, on a regardé ce qui se passait au niveau biologie en regardant pas mal de papiers et de littérature autour du fonctionnement cellulaire. Mais ensuite, on s'intéresse également aux aspects plus technologiques autour. Louis, même question pour certains de vos collègues. C'est un processus de croissance biologique. La cinétique est importante. Il faut combien de temps pour produire 1 kg de spiruline? Donc, une fois que le bioréacteur est en régime continu, on vise avec notre bioréacteur une productivité de 500 grammes par jour. Mais ça dépend, mais ça dépend totalement de la taille du réacteur. En fait, c'est juste une question d'échelle. On parle souvent de productivité par mètre carré par jour. Pour les détails, actuellement, on est sur des productivités autour de 5-10 grammes par mètre carré par jour. Et nous, on aimerait atteindre des ordres de grandeur de l'ordre de 50, voire 100 grammes par mètre carré par jour. J'ai 1 minute pour une dernière question. Sur atteindre 100 grammes par mètre carré par jour, c'est ce que je comprends, c'est que vous travaillez en volume, donc vous avez beaucoup plus par mètre carré, ou c'est par rapport à vous, votre approche, ça donne quoi au final? C'est par mètre carré de surface. Donc effectivement, on parle souvent pour comparer avec des bassins, on parle de mètre carré, mais effectivement, nous, on devrait plus parler par mètre cube.
Et je ne sais pas quel était précisément le sens de la question. On pourrait dire combien il y a de mètres cubes par mètre carré. Oui, c'est ça, dans votre technologie de réacteur, c'est ça. quoi Nous, l'équivalence? là, les 500 grammes par jour, ce serait pour de l'ordre de 2 mètres cubes. Donc, c'est un bioréacteur très compact. Très bien. On va en rester là pour les questions-réponses. Merci beaucoup, Louis Moreau. Merci pour Merci à vous aussi. La présentation de votre projet. Je reviens à Rémi Besson à nouveau. Est-ce que Rémi a retrouvé la parole? On a perdu l'image. Est-ce que Rémi Besson est en mesure de se joindre à nous? On va lui laisser un décompte de quelques secondes encore. On peut peut-être se connecter par téléphone, non? A priori, il était en mesure de se reconnecter, mais je ne le vois même plus par caméra. Il y aura un petit décompte fatidique, étant donné que c'est le dernier à passer. Il n'est pas en mesure de présenter et de pitcher. Le jury va se réunir. Il laisse encore une petite dizaine de secondes, sinon je serai malheureusement contraint de devoir éliminer sur malheureusement problème technique. Rémi Besson, dernier appel. Très bien. Eh bien, désolé Rémi, je suis au regret de ne pas pouvoir vous laisser la parole. Dans ce cas, je vous remercie à tous. Je remercie à tous les participants de nous avoir pitché leur projet. Alors, il est désormais temps pour les membres. Thomas, oui. Je permets juste 2 secondes. On a Rémi Besson au téléphone, il nous entend, mais c'est juste, j'essaye de réactiver son micro. Laisse-moi juste 30 secondes. J'essaie juste d'activer son micro à distance. Très bien. Alors, on lui accorde 30 secondes pour pouvoir se reconnecter à distance. Je vous remercie dans ce cas de votre patience. Une grande première pour un prix comme ça ne pouvait pas être un succès sans un petit problème technique. Donc, voilà. On va patienter, Thomas. Très bien, merci beaucoup. Merci à tous. Il a juste eu un tout petit problème de connexion. On le laisse juste revenir. Très bien. Bon, je vous laisse parler. Au revoir, Rémi. Merci. Et on vous entend. Merveilleux. Désolé, vraiment. Erreur technique. Et ben voilà, c'est à vous pour clore cette session de pitch. On vous laisse prendre la main sur votre présentation. Et comme pour les autres, vous disposerez donc de 3 minutes pour nous présenter votre projet Sonio. Merci beaucoup. Donc, du coup, je vais vous parler de Sonio. Donc, Sonio, c'est... j'arrive pas à bouger les... Oui, voilà. Donc, je vais vous parler d'un clinique telle qu'il y en avoir tous les jours dans les centres de dépistage prénatal, de diagnostic prénatal. Donc, c'est une mère enceinte qui va se présenter chez son obstétricien. Et donc, l'échographiste va avoir à l'échographie un kyste au niveau du cerveau. Là, c'est ce que vous voyez sur l'image, c'est le cerveau du fœtus. Et donc, cette tache, c'est un kyste. Donc, dans la très grande majorité des cas, ce kyste, c'est absolument bénin. Ça va disparaître tout seul. Mais ce qui va mettre l'échographiste en difficulté, c'est le fait que ce kyste peut être associé à d'autres malformations et être le signe d'une maladie rare. Donc, par exemple, une trisomie 18, où il y a une liste d'une trentaine de maladies où il y a des kystes comme ça. Et donc, du coup, il va être en difficulté parce qu'il y a plus de 300 maladies rares qui se manifestent par des combinaisons d'anomalies. On en a plus de 600 dans notre base de données. Et il ne va pas savoir comment mener son examen. Ça va avoir des conséquences très concrètes pour la femme enceinte, c'est que ça va multiplier les examens. Elle va être envoyée en centre expert où on va faire plusieurs échographies. On va éventuellement faire une amyosynthèse qui peut avoir des risques. Et puis, on va engorger les centres experts. Il y a plus de 2/3 de faux positifs dans les centres experts. On va générer un stress pour la femme enceinte. Ça va affecter le lien mère-enfant dont on connaît l'importance désormais. Voire même produire des IMG de sécurité, c'est-à-dire qu'il y a une telle incertitude sur
sur le diagnostic, les parents vont peut-être décider de mettre fin à la grossesse alors qu'ils auraient décidé de continuer s'ils avaient eu plus d'éléments. Donc nous, on intervient réellement à ce moment-là. On va prendre en entrée du coup le signe d'appel, ce que va observer l'obstétricien, et on va chercher dans notre base de données quels sont les diagnostics les plus probables et on va recommander les prochaines anomalies à rechercher pour pouvoir rapidement faire baisser la probabilité d'une maladie rare. Et donc, les bénéfices ils vont être nombreux. On va permettre de faire moins de faux positifs, donc de faire des économies de coûts de parcours, moins d'examens inutiles, une meilleure prise en charge à la naissance, moins de stress pour le patient et le praticien. On espère également homogénéiser les pratiques, faire une montée en compétences de la totalité de la chaîne, donc des sages-femmes, des obstétriciens de première ligne notamment, et puis également de permettre une collecte de données à large échelle qui permettra de mieux comprendre les maladies rares, les facteurs de risque, parce qu'aujourd'hui, ça reste très compliqué pour les chercheurs de collecter des données à large échelle. Donc pour ça, on a l'équipe que vous voyez ici avec Cécile Brosset qui nous a rejoint donc il y a 6 mois et qui apporte toute sa compétence business qui manquait, puisque vraiment ce projet à l'origine est un projet de recherche. J'ai fait ma thèse sur ce sujet, je l'ai démarré il y a 4 ans avec Erwan et Stéphanie qui sont professeurs à l'école polytechnique et donc avec des obstétriciens déjà à l'époque. Merci. Emmanuel. Merci Rémi Besson, merci beaucoup pour votre présentation. Nous allons passer immédiatement aux questions du jury. Oui, j'ai peut-être une question, Thomas. Et c'est une question éminemment conceptuelle puisque vous vous attaquez à des maladies rares, donc par définition elles sont rares. Et donc ça pose une vraie barrière pour collecter en fait des grands volumes de données. Parce que quand bien même vous pourriez capturer l'entièreté des patients qui souffrent de cette maladie, ça ferait quand même un petit volume de données et par conséquent, ça pose un challenge intrinsèque. Quand bien même vous feriez un captureur de données parfait, ça pose un challenge intrinsèque aux algorithmes d'apprentissage. Oui, on est vraiment, c'est en ce sens-là qu'on est vraiment presque une vieille IA. Du coup, on a peu de données. En fait, on n'a même pas du tout de données cliniques pour entraîner notre algorithme. C'est vraiment des données expertes. C'est-à-dire, on va chercher dans la littérature. Moi, j'ai une vingtaine de médecins experts qui vont chercher des articles scientifiques et vont dire telle maladie rare, ça se manifeste souvent par ce phénotype-là. Quels sont les signes fréquemment associés? Quelles sont les anomalies un peu moins fréquemment associées, etc. Oui, donc la techno, en fait, c'est un système expert qui résonne par arborescence. C'est ça, c'est des graphes bayésiens derrière, il y a des modèles probabilistes, il y a de l'optimisation d'arbres de décision. Mais il n'y a pour l'instant pas de données cliniques. D'accord. Une autre question encore. Et en termes de marquage, je suppose que vous allez quand même donner des orientations et des conseils de diagnostic aux praticiens. Quel marquage CE médical il faut que vous alliez chercher et c'est quoi votre stratégie clinique là-dessus? Oui, alors effectivement, très bonne question parce que ça détermine toute notre roadmap. On vise un marquage CE, donc l'auto-certification d'ici mai, parce qu'effectivement, on est un dispositif médical, mais on est un dispositif médical de classe 1, a priori, d'après nos conseils en réglementaire. Et pour la valider, oui, du coup, on a toute une stratégie de validation clinique qui sera faite sur données de phétopathologie, parce que Necker est un centre de référence pour les maladies rares. C'est là que viennent la moitié des patients atteints de maladies rares en France. Et donc, on a des données, la Golden Truth, on a vraiment le phénotype et la maladie rare. Et on va pouvoir entraîner, on l'a déjà fait, non, justement pas entraîner, mais valider notre algorithme sur ces données-là. Vérifier comment, sur données rétrospectives, parce que c'est effectivement le problème des maladies rares, c'est qu'on est obligé de le faire en rétrospectif pour avoir suffisamment de données et pouvoir se valider. Merci beaucoup. Merci Rémi. Je suis désolé, Raphaël, on va devoir passer à la suite et en l'occurrence en terminer avec la présentation de ce projet. Merci beaucoup. Merci Rémi pour ce NIO. Je suis content que vous ayez pu pitcher. Donc, il est désormais temps pour les membres du jury de se retirer pour délibérer, faire le choix entre les 10 projets que nous venons de voir pour désigner les 4 projets lauréats. Alors, pendant ce temps-là,
Je vous propose d'écouter les témoignages de 2 entrepreneurs qui ont remporté l'an dernier le Saclay Pitch Fight Green Tech, qui est un peu le précurseur de ce prix X Impact Tech. Alors, pour commencer, nous allons accueillir Marguerite Dorangeon, qui a cofondé Clear Fashion, une application mobile qui permet d'identifier et de privilégier les vêtements respectueux de l'humain et de l'environnement. Marguerite, je vous laisse la parole. Oui, est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien, Marguerite. Si vous pouvez mettre votre vidéo pour nous donner votre témoignage. On va peut-être vous donner l'accès. Très bien, merci. Est-ce que ça fonctionne? Ça marche très bien, merci. Super, génial. Donc oui, pour témoigner, donc vous avez très bien expliqué ce que fait Clear Fashion. Donc nous, on est une start-up, on a deux années d'existence. Et ce qu'on fait, donc en effet, on a développé une application mobile qu'on a lancée il y a 1 an maintenant, qui permet d'obtenir la note des marques et des vêtements de votre choix. Donc, au moment du concours de l'édition l'année dernière, on n'avait pas encore lancé l'application Clear Fashion. On était en phase de levée de fonds avant justement, pour pouvoir assurer le lancement de l'application. Donc, ce que ça nous a permis d'obtenir, donc à la fois déjà le prix lui-même, c'était en soi un bon moment, un moment de rencontre avec des entrepreneurs, avec les membres du jury, les membres de l'écosystème. On a pu avoir des feedbacks sur notre projet. Et puis également, donc suite au prix, on a pu obtenir à la fois une aide financière à un moment où on avait à l'époque encore très peu de financement, donc qui nous a permis de recruter le premier stagiaire à nos côtés. Ça a également fait partie des bonnes nouvelles au moment de la levée pour nous aider. Donc, on a levé 400 000 € en juin 2019. Et puis également, donc ça nous a permis d'obtenir un peu de reconnaissance et de visibilité parmi les projets tech à impact. Donc à la fois lors du concours et puis grâce à l'article qui a été fait sur Clear Fashion. Et encore, aussi, on a eu l'occasion, suite au concours, de pitcher devant des investisseurs de l'écosystème. Et on est encore aujourd'hui en relation avec un certain nombre de ces investisseurs. Et puis plus pour vous partager du coup là où on en est aujourd'hui, donc après 1 an du lancement de l'application, on est ravis d'avoir, on a bientôt atteint les 200 000 téléchargements de l'application de façon 100% organique, donc sans acquisition payante. On a évalué marques, et puis on voit déjà un fort impact à la fois auprès des marques et auprès des utilisateurs. Donc on a fait une étude d'impact qui est disponible sur notre site si vous voulez aller la voir. Et on a encore beaucoup de gros projets à venir. Donc, à la fois, donc, en ce qui concerne notre solution, aujourd'hui, on évalue principalement les marques et on est en train de développer une base de données sur les produits qui sera en test sur l'application. Donc, on pourra scanner les codes barres à partir de décembre pour obtenir la note des vêtements. Donc là-dessus, c'est un gros projet qui est en cours. On a déjà les bases de données de 30 marques, des produits de 30 marques. Et puis, on est en relation avec des PIM pour avoir un plus grand nombre de produits sur notre base de données. On a également des projets liés à notre méthode d'évaluation, donc notamment l'ajout de nouveaux indicateurs comme l'évaluation de la durabilité dans le temps grâce au retour des utilisateurs sur l'application. Et puis, on a également des projets qui concernent plus la partie business où on commence à vendre en fait des licences d'utilisation de nos scores, un peu comme un label. Et puis, on réfléchit à valoriser notre expertise via des formations. Voilà. Je ne sais pas si vous vouliez avoir d'autres éléments. Petite question simplement, Marguerite. L'an dernier et la remise de ce prix, il s'est passé pas mal de choses et l'environnement global n'a pas été forcément des plus propices pour développer une start-up. Comment cette pandémie qu'on connaît a impacté votre développement ou au contraire, est-ce que ça a été une opportunité pour vous concentrer à 100% sur ce projet? Ouais.
Alors donc nous, dans notre cas, notre activité n'était pas directement impactée, on va dire. On n'a pas eu, par exemple, on n'était pas à l'époque on n'était pas dépendant d'un chiffre d'affaires qui aurait été, de revenus qui aurait été stoppé par le Covid, le confinement. Donc de ce côté-là, on a plutôt eu de la chance. En revanche, on s'est méfié de l'évolution du contexte financier, notamment peut-être on s'est dit qu'on allait peut-être avoir plus de difficultés à obtenir des financements, etc. Donc on a été assez prudent sur nos dépenses. On a aussi on a profité du premier confinement pour obtenir d'autres leviers de financement. Donc on a obtenu par exemple le statut JEI, on a obtenu le CIR et puis il y a d'autres aides à l'innovation. Et puis notre activité, elle a été maintenue de façon plutôt normale en fait, avec puisqu'on avait beaucoup de projets en développement sur lesquels on a travaillé, notamment pendant les périodes de confinement. Et donc toute l'équipe était, avec la particularité que toute l'équipe était en télétravail. Donc, juste attention, on a dû porter une attention spéciale on va dire au bien-être de l'ensemble des personnes de l'équipe, puisqu'aujourd'hui, on est 12 dans l'équipe et il y a la bonne communication entre les membres de l'équipe. Donc voilà, je pense que les deux aspects sur lesquels on a dû, du coup, on va dire, être prudent et s'attarder, c'est la partie financement et puis la partie la communication dans l'équipe, ce qui est à ne pas négliger en télétravail. Et aujourd'hui, en fait, en réalité, on a une bonne partie des personnes de la boîte qui sont arrivées, qui ont été recrutées pendant le confinement. On avait décidé de maintenir nos recrutements. C'est des recrutements, du coup, qu'on a essayé de particulièrement bien préparer et qui sont finalement très bien passés. Et aujourd'hui, on est ravis de ces personnes qui nous ont rejoints et du travail qui est fait par l'équipe, même en télétravail. Bravo Marguerite de Rangeon et bravo à Clear Fashion. Un développement pareil, c'est tout le mal qu'on souhaite aux lauréats de cette année. On va revenir également sur votre co-lauréat. On va cette fois-ci rêver en ces temps de confinement que nous sommes au bord de la plage. Nous allons céder la parole à Léo Bouffier, qui va nous parler d'Exa Surfboard, qui conçoit et fabrique des planches de surf éco-responsables. Léo, est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, on vous voit pas trop, mais on vous entend. On voit pas trop, je suis pas trop à la lumière. Mince. Ah, attendez, je vais bouger un peu. Hop. Hop là, je sors de l'ombre. Est-ce que vous me voyez mieux? Voilà, c'est beaucoup mieux. Merci. Super. Beaucoup. Très bien. Écoutez, je vous laisse dire quelques mots dans ce cas sur votre parcours depuis l'année dernière. Yes. Bonjour à tous. Déjà, avant de témoigner, je tenais à féliciter tous les participants pour les pitchs. C'est pas un exercice facile mais c'est essentiel à maîtriser et c'est toujours des chouettes moments. Wive, donc maintenant on s'appelle Wive, anciennement Exa Surfboard. Je vais dire deux mots dessus. Donc c'est une marque qui repense la manière de concevoir et de distribuer les planches de surf. Très concrètement, en quelques mots, ce qu'on fait, en fait, on intègre totalement la chaîne de valeur de fabrication et de distribution, donc vraiment du sourcing des matériaux jusqu'à la livraison des planches pour apporter le meilleur produit et la meilleure expérience aux surfeurs. Donc, très concrètement, en fait, le surfeur, quand il va sur notre site, il remplit un questionnaire de personnalisation. Nous, on a un algorithme qui lui génère sa planche parfaitement adaptée à sa taille, sa morphologie, là où il surfe. Et on lui imprime directement sa planche de surf en 3D à partir de plastique de bouteilles recyclées et livrée directement chez lui. Donc ça lui permet d'avoir une planche plus durable, éco-conçue et avec des critères de performance renouvelés. Nous, ça fait donc quand on a pitché il y a 1 an et demi, c'était pour nous le tout premier pitch, donc c'était hyper excitant. On avait à peu près rien à ce moment-là, à part une première planche qui est sortie de l'imprimante 3D de X. C'était tout ce qu'on avait. Et donc, c'était vraiment la première étape en sortant d'études. C'était lors de nos stages de fin d'études pour vraiment le lancement de ce projet-là. Donc, ce que ça nous a apporté, déjà l'entraînement au pitch qui est hyper important. Et pour nous, c'était vraiment le tout premier. Je me rappelle encore, c'était hyper
Enfin, pour moi, j'avais presque blackout le pitch, tellement j'étais stressé, mais c'était un super bon exercice. Et donc, bien sûr, le prix, quand on est étudiant et qu'on n'a pas forcément rien, ça nous a carrément aidé à amorcer, à financer les premières phases de prototypage. Et donc, depuis cette édition-là, on a fait 3 mois de prototypage à Polytechnique. On a réalisé à peu près 3-4 prototypes donc de planches de surf. Et ensuite, on s'est complètement coupé du produit pour partir en Californie pendant 3 mois pour comprendre comment fonctionnait le marché, comment fonctionnait l'industrie, rencontrer tous les acteurs et revenir de cet apprentissage-là pour s'installer ensuite en France, dans le sud-ouest, à Anglet, où on a donc depuis 1 an monté notre première micro-usine, donc comme on l'entendait, micro-usine de production. Donc on a nos propres machines d'impression 3D grand format, un atelier de production de stratification d'ateliers composites. Et donc depuis 1 an, en fait, on a réalisé les premières ventes, livré ce premier lot de précommande. Donc l'été dernier, on a les premiers retours de clients, donc c'est super intéressant. Et là, on prépare le 2e lot de précommande en parallèle d'un gros programme de R&D qu'on est en train d'amorcer avec la fédération de surf pour pousser la performance de nos planches à très loin. Parce que notamment, on s'est rendu compte que, donc certes, au début, on partait vraiment d'un constat, on fait des planches éco-responsables, mais pour qu'elles soient adoptées par le plus grand nombre de surfeurs, il faut que nos planches de surf soient les plus performantes possibles et apportent un gros plus en termes de pratique. Et c'est pour ça que maintenant, on passe sur cette phase de développement avec la fédération de surf pour créer vraiment un tout nouveau type de planche de surf qui soit adopté par les pros, puis par l'ensemble des surfeurs. Eh bien, entre Anglet et la Californie, je pense qu'il y a plus abrupt comme endroit pour développer sa startup, non? C'est-à-dire plus abrupt? Non, on va dire que c'était plutôt des endroits assez sympathiques pour développer sa startup. Carrément. Des belles conditions. Tout à fait. C'était super. Ouais. Et vous avez, je crois savoir que vous avez designé donc votre prototype au sein de l'espace de prototypage de l'école Polytechnique, le DryX Innovation Center. Vous pouvez me raconter un petit peu comment ça s'est passé, comment vous avez pris la main sur ces machines et dans quoi ça a été déterminant pour vous de réaliser ce proto dans ces locaux directement? Pour nous, ça a été vraiment déterminant parce que donc on avait un peu ce projet fou au début d'imprimer une planche en 3D. L'impression 3D grand format, c'est assez peu accessible et c'est très onéreux à faire sous-traiter. Et pour des étudiants qui démarraient, c'était clairement hors de prix. Et en fait, au début, donc, comme j'étais à l'EMSTA, donc, qui est une école partenaire d'école polytechnique, j'ai pu commencer un petit peu manipuler sur les machines. Mais ça s'est vraiment concrétisé suite au concours, au Saclay Pitch Fight, où là vraiment on avait un accès plus privilégié aux machines, où on était pratiquement vraiment des utilisateurs presque majoritaires de cette machine-là. Et en fait, on a pu petit à petit optimiser nos process sur cette machine et surtout aussi bénéficier de toute l'expertise technique qu'il y a autour avec donc les fund managers. Et qui aujourd'hui nous est toujours utile puisque on utilise maintenant des logiciels qu'on a appris à utiliser vraiment au DryX, où on a eu des formations au DryX. Donc pour nous, ça a été un point essentiel pour une prototypage à un état d'avancement du projet vraiment très tôt, quoi. Et ça nous a permis d'arriver en Californie avec ces prototypes-là. Ça nous a permis de réaliser une sorte de minimum de sites pour amorcer les premières ventes. Et c'est grâce à ces machines-là et à l'expertise technique qu'il y a derrière qu'on a pu montrer qu'il y avait un attrait pour ces planches de surf de nouveaux genres, quoi. Encore une question que je voulais vous poser, Léo et Marguerite également. Si vous deviez donner un conseil, un mot même aux lauréats d'aujourd'hui, quel serait-il pour développer, pour arriver à leur fin dans leur projet de startup? Il faut quand même bien se souvenir que ce sont des projets qui sont encore très jeunes. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire maintenant et comment vous les encourager? Marguerite. Oui. Alors nous, dans notre cas, je pense qu'un élément qui nous a beaucoup aidé, c'est que on avait un projet qui paraissait très complexe, très difficile à réaliser, puisque on a décidé
noter, d'apporter des informations sur les vêtements dans un secteur qui est très, très opaque, sur lequel il y a très peu d'informations. Et beaucoup de personnes nous avaient dit, vous n'allez jamais réussir à trouver les informations, c'est impossible, etc. Et je pense qu'il faut pas avoir peur de la difficulté. Si vous croyez en vos projets, ne vous laissez pas impressionner. Et en revanche, réfléchissez à des solutions justement pour contrer ces difficultés. Sans attendre de trouver, je pense qu'il ne faut pas attendre d'avoir la solution complètement aboutie avant de se lancer. Nous, on a beaucoup fonctionné par itération, c'est-à-dire que forcément, d'avoir une information complète sur toutes les marques et tous les vêtements dès le début, ce n'était pas possible. En revanche, du coup, on a beaucoup itéré. En fait, on a lancé une première version qui apportait des informations en laissant la possibilité aux consommateurs de demander eux-mêmes des informations aux marques, etc. Et c'est grâce à ça en fait qu'on en est là aujourd'hui. C'est parce qu'on n'a pas eu peur d'y aller malgré la difficulté et puis de sortir un produit qui n'était à l'époque pas encore parfait et d'apprendre en fait de justement ces itérations. Voilà. Tout à fait d'accord avec Marguerite et c'est vrai que de toute façon il y aura forcément des gens qui vont, pour rebondir dessus, voilà, qui vont vous dire que ça va pas être réalisable, que ça va être compliqué. Et puis, plus en fait, il y aura des gens qui vont dire ça, et plus vous allez vous prendre un peu des stops dans la tête. En fait, c'est d'autant de barrières à l'entrée que vous allez passer et le fait que vous allez aussi réussir à faire quelque chose d'extraordinaire, quoi. Et pour vous aider à passer ces trucs-là, faut clairement pas être seul. Et franchement, moi personnellement, le fait d'être avec aussi un associé avec Sylvain, ça aide énormément. Donc c'est cool que vous soyez tous avec du monde. Mais aussi entourez-vous d'autres gens à côté. Enfin, je sais que nous, dès qu'on a une opportunité de discuter avec quelqu'un qui soit lié de près ou parfois un peu de loin, ça apporte toujours énormément de choses. Des témoignages avec d'autres entrepreneurs, ça apporte plein de choses et ça vraiment, c'est ce qui permet de créer plein d'opportunités et qui vont faire que vous aurez des liens à droite à gauche et plein de possibilités pour votre boîte, quoi. Et encore une fois, voilà, pour rebondir sur cet aspect de livrer un produit avant qu'il soit prêt, nous, c'est compliqué de le faire. On trouvait que c'était compliqué de le faire parce qu'on avait un produit physique, mais on a essayé de le faire un maximum comme si on était une startup qui faisait du SaaS ou du software. Et finalement, les premières planches qu'on a livrées n'étaient pas du tout prêtes. Mais finalement, on s'est rendu compte que même si on a vendu des planches et livré des planches qui n'étaient pas prêtes, en fait, les clients sont ravis d'avoir un truc tout nouveau, ils participent à cette expérience-là. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était tout bénef de vendre des planches pas prêtes, en fait. Voilà. Très bien, merci beaucoup Léo et Marguerite. Qu'est-ce qu'on vous souhaite alors, Léo, qu'on retrouve une de vos planches de surf sur les vagues géantes de Nazaré et Marguerite, des dizaines de millions d'utilisateurs? Carrément, ça va arriver bientôt. Ouais. N'hésitez pas justement à télécharger l'application. Ceux qui sont intéressés. L'appel est passé, c'est l'occasion ou jamais. Et merci beaucoup encore à tous les deux. Merci pour ces propos extrêmement encourageants qui nous permettent de mettre vraiment en valeur à la fois l'innovation, la capacité de création, de créativité même au sein de l'école polytechnique et dans un cadre assez unique, comme vous l'aviez décrit tout à l'heure, Léo, au sein du DryX Innovation Center, qui est l'alpha et l'oméga de l'entrepreneuriat et l'innovation à l'école polytechnique. Plus de 5000 mètres carrés qui sont dédiés entièrement à la création d'entreprises, à l'innovation, avec un espace de prototypage que vous aviez connu déjà, je crois, assez bien fourni et qui n'a de cesse de s'enrichir chaque année sous l'impulsion de Serge Chanchol et de son équipe. C'est un vrai plaisir et je tiens à ajouter encore un mot parce que la Fondation est un partenaire majeur, très fort de l'entrepreneuriat et de l'innovation à l'IX, notamment dans le cadre de notre deuxième campagne de levée de fonds. Ce bâtiment, en l'occurrence, a été financé par le soutien d'un généreux mécène, naturellement, qui nous a permis de créer
un écrin à toute cette capacité, à cette compétence qui est un petit peu disséminée partout au sein de l'école polytechnique, que ce soit dans les laboratoires, parmi les élèves, les étudiants, même parmi des enseignants-chercheurs. On en a vu quelques-uns ce soir même. C'est un endroit qui permet de tous les regrouper et de créer cette atmosphère qui est essentielle à la création, au partage des idées et à cette capacité à voir émerger de magnifiques projets. Pour vous donner quelques exemples, la Fondation collecte des fonds dans le cadre de son actuelle campagne de levée de fonds, notamment pour financer cet espace de prototypage. C'est quasiment 600 000 € que nous collectons pour financer cet espace-là, qui consiste dans des imprimantes 3D, dans des instruments de découpe laser, dans divers équipements qui sont, comme l'a très bien dit Léo, essentiels à la création des prototypes. Et on en a vu beaucoup passer, que ce soit également des robots de livraison sur le dernier kilomètre, des chariots distributeurs, parfois même des drones. Donc, c'est extrêmement intéressant de les voir se développer au sein de nos bâtiments. C'est également d'excellents exemples pour les jeunes élèves qui veulent s'investir dans l'entrepreneuriat et l'innovation, que de voir ces startups naître juste à côté d'elles. Donc, à ce titre, il y a certains, sans doute, participants ce soir qui assistent à cette remise de prix, qui sont déjà donateurs. À ce titre, je les en remercie, parce que c'est aussi grâce à leur soutien qu'on est en mesure de pouvoir permettre à ces jeunes startups d'émerger. Et je crois que le jury est revenu de sa salle immatérielle, revient sur Terre pour nous faire part, je le crois, je l'espère, de leurs résultats. Je pense que le rythme cardiaque de tous nos lauréats, de tous nos participants est en train de s'accélérer. Et à ce titre, je vais céder la parole donc à Raphaël Doutrebente, qui se fait le porte-parole du jury pour annoncer les lauréats. Raphaël, je te laisse allumer ton micro et prendre la parole. Donc là, vous devez m'entendre? Oui. Tout le monde s'entend. Bonsoir à tous. Et puis, d'abord, beaucoup de stress pour nous, parce qu'il a fallu décider, être rapide. Et d'abord, tous vous féliciter. Moi, le premier mot à vous dire, c'est soyez fiers tous des projets que vous avez présentés, du travail que vous avez réalisé. Restez des scientifiques libres, restez humbles. Dans ces temps de folie, n'ayez pas peur. Et le dernier mot que je vous dirais, et qui me tient à cœur, c'est soyez vraiment des entrepreneurs, même au XXIe siècle, parce qu'on y arrive, je peux vous le dire. Donc, tous vos projets ont été évidemment magnifiques. Je suis un très mauvais politique, donc je ne fais jamais des félicitations au nom du jury qui sont totalement dénués d'intérêt, je crois. Je crois qu'il y a beaucoup de sincérité dans tout ce jury. Le premier prix, nous le décernons à la tannerie. Excellent produit, très innovant, et nous vous félicitons. Donc, Jim, bravo pour ce premier prix. Le deuxième prix est attribué à Rémi, qui a fini par se connecter, et heureusement d'ailleurs, parce qu'il est le deuxième avec Sonio. Donc, bravo aussi à ce magnifique projet qui touche à la vie. Et surtout en ce moment, je pense que c'est important d'avoir des éléments qui nous rattachent à la vie et qui nous rattachent à l'avenir. Également, un très beau projet avec Louis pour Spirus. Bravo Louis, c'était pas facile. On était un petit peu. Vous êtes passé avant-dernier, alors que vous deviez passer le dernier dans le pitch, donc bravo. Et puis, vous avez eu des questions techniques, et encore bravo pour avoir répondu, et surtout pour ce magnifique produit. Et enfin, il a fallu tous vous départager, et ça n'a pas été facile, puisqu'évidemment, on avait chacun nos avis. Le coup de cœur n'a pas été facile. Voilà, on a évidemment des regrets de ne pas donner le coup de cœur à ceux à qui on ne va pas le donner, parce que vous le méritiez. Vraiment, vous le méritiez tous. Mais voilà, nous sommes dans un système où c'est quand même celui qui a remporté le plus de coups de cœur.
et c'est un autre projet technologique, Mosquito. Donc, c'est ça le coup de cœur. Encore une fois, je regrette au nom du jury, qui sera d'accord avec moi, je pense, pour regretter que des beaux projets qui n'ont pas été cités ce soir dans le ranking, et je vous le dis avec beaucoup d'émotion, parce que voilà, il y en a que l'on ne récompense pas, mais vous pouvez continuer et être fier, encore une fois, de tout ce que vous avez présenté et de là où vous en êtes, parce que ce n'est pas parce qu'on ne vous donne pas un prix que vous n'aurez pas d'avenir, bien au contraire. Merci beaucoup, merci Raphaël, merci à l'ensemble des membres du jury et un grand félicitations à tous les lauréats, La Tannerie, Sonio, Spirus et donc Mosquito. Bravo à vous, bravo à tous les autres, comme l'a dit Raphaël. Je tiens encore une dernière fois à remercier très sincèrement, très chaleureusement Marion Greland et Florian De Creuse qui nous ont permis de pouvoir vous présenter cet événement ce soir avec les moyens techniques digitaux auxquels nous nous habituons petit à petit chacun. Je tiens à remercier encore vraiment très personnellement et du fond du cœur l'ensemble de l'équipe de l'Executive Master, Raphaël, Victor, Marie, Fabrice, tous ceux qui n'ont pas pu se connecter ce soir, notamment Vladimir. Donc un grand merci à vous tous. C'était, je trouve, une magnifique aventure de créer ce prix avec vous et je suis très, très heureux, ravi que celui-ci est une continuation l'année prochaine avec la promo 3 de l'Executive Master. Bravo. Merci à tous. Merci à vous. Bravo. Et tous les projets avaient leurs supporters, hein. J'insiste là-dessus. Bon, il a fallu choisir, mais il y avait des supporters pour tous les projets. Et pour chacun d'entre vous, c'est le début de l'aventure, il faut continuer. Bravo. Parfait. Un grand bravo, un grand merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée et rendez-vous très bientôt autour des projets de la Fondation de l'École Polytechnique. Très bonne soirée. Au revoir.